Une jeune fille pauvre voit son père injustement arrêté et reçoit l'aide d'un jeune milliardaire. Des années plus tard, il perd tout et est accusé à tort. L'avocate commise d'office le regarde et dit « Maintenant, je défends celui qui m'a défendu autrefois. » Et il reste sans voix? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son des sirènes était un tourbillon rouge et bleu qu'Anne n'oublierait jamais. À 6 ans, serrant un ours en peluche contre sa poitrine, elle assista à une scène qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qui faisait battre son cœur comme s'il voulait s'échapper. « Papa! Papa !» Le cri resta coincé dans sa gorge tandis que les policiers poussaient Thomas dans la voiture de patrouille. Les menottes brillaient sous la lumière matinale d'automne, aussi froide que la peur qui envahissait maintenant ses pensées. Thomas tourna la tête une dernière fois avant que la portière ne se ferme. Ses yeux, d'habitude pleins d'histoires à raconter pour s'endormir, débordaient maintenant d'un désespoir muet. « Tout ira bien, ma petite. Je te le promets. » Mais les promesses des adultes semblaient si fragiles à cet instant. La voisine, Madame Peterson, serra fort la main d'Anne, comme si la petite fille risquait de disparaître à tout moment. « Viens, ma chérie. Nous devons aller au poste de police. » Le commissariat du 12e district était un vieux bâtiment en briques qui semblait avaler les gens. Anne regarda les marches usées en les montant, main dans la main avec Madame Peterson, chaque pas plus lourd que le précédent. À l'intérieur, l'odeur de café rassis et de désinfectant bon marché dominait tout. Des voix fortes, des téléphones qui sonnent, des imprimantes qui bourdonnent, une symphonie chaotique qui lui donnait mal à la tête. Un policier en uniforme bleu foncé désigna un banc en bois dans le couloir. « Attends là, petite. Quelqu'un va bientôt s'occuper de toi. » Madame Peterson hésita. « Je dois vraiment rentrer voir mes enfants. Ça ira toute seule un moment ?» Anne hocha la tête, même si elle ne connaissait pas la réponse. Les adultes posaient toujours des questions dont ils ne voulaient pas vraiment la réponse. Le banc était dur et froid, comme s'il avait passé toute la nuit dehors. Les courtes jambes d'Anne touchaient à peine le sol, se balançant dans le vide comme de minuscules pendules. Elle serra plus fort son ours en peluche et murmura dans son oreille pelucheuse, « Monsieur Bouton, j'ai peur. » Les heures s'éternisèrent. Des gens passaient en hâte, aucun ne voyant vraiment la petite fille sur le banc trop grand pour elle. Anne regardait les portes s'ouvrir et se fermer, avalant et recrachant des adultes aux expressions graves. Son estomac gargouilla. Le petit déjeuner avait été interrompu quand la police avait frappé à la porte. La tartine de confiture de fraises était restée sur la table, avec le verre de lait à moitié vide et les histoires du matin que Thomas racontait toujours. Une femme aux cheveux tirés en chignon serré s'arrêta brièvement devant elle. « Tu es la fille de Thomas Reed ?» Anne acquiesça, ses doigts agrippant le bras usé de Monsieur Bouton. « On a appelé ta tante. Elle est en route, mais elle habite loin. Ça prendra quelques heures. » Anne n'avait pas de tante. Elle avait une marraine qui habitait loin, mais qui n'appelait qu'à Noël. C'était peut-être elle. Peu importait. Ce qui importait, c'était de savoir, « Je peux voir mon papa ?» La femme redressa quelques papiers dans son dossier. « Il est en cours de traitement, ma chérie. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. » Ça veut dire quoi, en cours de traitement? C'est quand? Eh bien, c'est compliqué. Reste ici tranquillement, d'accord? Et Anne redevint invisible. Le banc semblait plus froid maintenant, presque comme s'il aspirait la chaleur de son petit corps. Une larme glissa silencieusement sur sa joue, atterrissant sur l'oreille reprisée de Monsieur Bouton. « Tout ira bien, répéta-t-elle à l'ours en peluche, imitant la voix de son père. « Je te le promets. » 2 autres heures passèrent. L'estomac d'Anne grondait bruyamment maintenant. Elle avait mal au dos d'être assise sur ce banc dur, et ses yeux brûlaient à force de retenir ses larmes. Elle avait promis à son père, la dernière fois qu'il avait été emmené, qu'elle serait forte. « Les grands gaillards ne pleurent pas pour n'importe quoi, » disait-il. Anne n'était pas un grand gaillard, mais elle voulait être aussi forte qu'un. C'est alors que la porte principale s'ouvrit, laissant entrer une rafale de vent d'automne et un homme qui semblait déplacé. Grand, vêtu d'un costume qui brillait discrètement sous les néons du poste, Paul Morrison marchait comme si le sol devait lui être reconnaissant de le supporter. Sa montre coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de n'importe quel officier dans ce bâtiment. Il marqua une brève pause à l'accueil, échangea quelques mots avec le sergent, puis continua dans le couloir, son attaché-caisse en cuir italien oscillant doucement à chacun de ses pas déterminés. C'est là qu'il vit Anne. Quelque chose dans l'image de la petite fille sur le banc démesuré le fit hésiter une fraction de seconde.
Peut-être le contraste entre son manteau rouge usé et le gris institutionnel des murs. Ou peut-être l'ours en peluche auquel il manquait un œil, qu'elle serrait comme s'il était son dernier lien avec un monde qui avait du sens. Anne ne remarqua pas Paul tout de suite. Elle était occupée à compter les carreaux du sol, un passe-temps qu'elle avait inventé pour se distraire de la faim et de la peur. 42. 43. Bonjour. La voix était différente de toutes celles qu'elle avait entendues ce jour-là. Ni pressée comme celle des policiers, ni faussement douce comme celle des assistantes sociales. Elle était ferme, mais sincèrement gentille. Anne leva les yeux. Le grand homme se tenait devant elle, pas tout à fait accroupi, son costume était trop beau pour ça, mais légèrement penché. « Tu es toute seule ici ?» Anne hocha la tête, serrant Monsieur Bouton. « Depuis combien de temps tu attends ?» Elle haussa les épaules. Elle ne savait pas lire les horloges à aiguille, seulement les numériques. « Depuis que le soleil était là, dit-elle en désignant la fenêtre, indiquant une position très différente de celle où se trouvait le soleil maintenant. Paul fronça les sourcils, jetant un regard autour de lui. La réceptionniste était occupée au téléphone. 2 officiers discutaient avec animation d'un match de basket. Personne ne semblait remarquer ou se soucier de la petite fille solitaire. « Tu as faim ?» Avant qu'Anne ne puisse répondre, son estomac le fit pour elle, gargouillant de manière audible. Ses joues rougirent. Paul sourit. Pas le sourire professionnel qu'il utilisait au tribunal, mais quelque chose de plus rare et de plus authentique. « Attends ici. Je te promets que je reviens dans une minute. » Anne acquiesça, sans vraiment y croire. Les adultes promettaient toujours de revenir. Comme sa maman avait promis, 3 ans plus tôt. Comme les assistantes sociales promettaient à chaque fois. Comme son papa promettait qu'il n'y aurait plus d'ennui. À sa grande surprise, Paul revint réellement. Dans ses mains, un sandwich emballé dans du papier et une petite brique de jus avec une paille. Désolé, la cafétéria du poste n'est pas exactement un 5 étoiles. Anne prit le sandwich comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, le déballant avec soin. L'odeur de beurre de cacahuète et de confiture emplit ses narines, faisant grogner son estomac encore plus fort. « Comment tu t'appelles » demanda Paul en s'asseyant sur le banc à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Anne Reed » dit-elle entre 2 bouchées. « Et lui, c'est Monsieur Bouton. » Elle souleva légèrement l'ours en peluche. « Enchanté, Anne et Monsieur Bouton. Moi, c'est Paul. »« Vous êtes policier » demanda-t-elle, regardant son costume cher avec méfiance. Paul sourit en ajustant sa cravate. « Non, je suis avocat. »« C'est quoi, ça ?» ?»« C'est quelqu'un qui aide les gens avec les problèmes de justice. Tu sais, quand quelqu'un est accusé d'avoir fait quelque chose de mal, j'aide à montrer que les choses ne sont pas toujours si simples. » Anne s'arrêta de mâcher, ses yeux soudain plus alertes. « Comme mon papa ?» La question prit Paul par surprise. « Ton papa a des ennuis ?» Anne hocha la tête, avalant le dernier morceau du sandwich. Ils l'ont encore emmené. Madame Peterson a dit que cette fois, c'était grave. Paul fronça de nouveau les sourcils. Où est ta maman ? Elle est partie il y a longtemps. Papa a dit qu'elle devait trouver son bonheur. Anne planta la paille dans la brique de jus. Je crois que ce n'était pas avec nous. Le commentaire, si mature et triste venant d'une enfant de 6 ans, fit se tordre quelque chose à l'intérieur de Paul. Attends ici, dit-il en se levant. Je vais me renseigner sur ce qui se passe avec ton père. Au bureau d'accueil, Paul usa de tout son charme et de son statut pour obtenir des informations. Thomas Reed, 32 ans, arrêté pour vol qualifié. Il travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt qui a été cambriolé. Les preuves suggèrent un coup monté de l'intérieur. Caméra coupée à l'heure exacte, alarme désactivée, connaissance détaillée du système. Qui le représente ? Le sergent Donovan haussa les épaules. Personne pour l'instant. Probablement un avocat commis d'office, mais avec les preuves qu'on a enfin, c'est une cause perdue. Paul retourna vers le banc où Anne aspirait maintenant bruyamment le reste de son jus. Elle leva les yeux, une petite trace de confiture au coin de la bouche. « Ton papa s'appelle Thomas Reed, c'est ça ? Il travaille comme gardien de nuit ?» Anne acquiesça. « Au grand entrepôt. Il travaille la nuit pour pouvoir m'emmener à l'école le jour. » Ses yeux s'emplirent d'inquiétude. Ils ont dit qu'il avait fait quelque chose de mal. Paul hésita. Comment expliquer le concept de présomption d'innocence à une enfant de 6 ans ? Parfois, les gens pensent savoir ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas toute l'histoire, expliqua-t-il doucement. C'est pour ça que tout le monde mérite quelqu'un pour raconter sa version.
Les yeux verts d'Anne, identiques à ceux de son père sur les fiches de police que Paul venait de consulter, se fixèrent sur lui avec une intensité déconcertante. « Vous pouvez raconter la version de mon papa ?» La question resta en suspens entre eux. Paul Morrison était un avocat d'affaires du plus haut calibre. Il gagnait des millions en défendant des entreprises, pas des gardiens de nuit accusés de vol. Son temps valait littéralement $1000 de l'heure, et son emploi du temps était toujours complet des semaines à l'avance. Les pleurs silencieux d'Anne étaient différents du drame exagéré typique des enfants de son âge. Ils étaient contenus, comme si elle comprenait déjà que montrer sa douleur ne changerait rien. Ses larmes tombaient directement sur la fourrure usée de M. Bouton, sans sanglots ni cris, juste une tristesse ancienne inadaptée à ses quelques années de vie. « Personne d'autre ne va l'aider », murmura-t-elle presque pour elle-même. Il avait dit que cette fois serait différente, mais ça ne l'est jamais. Paul sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose que des années à Harvard et à Wall Street avaient tenté d'étouffer. Peut-être le souvenir de son propre père, un mécanicien mort en essayant d'offrir à son fils une chance qu'il n'avait jamais eue. Ou peut-être simplement l'absurdité d'une enfant assise seule sur un banc froid pendant des heures, pendant que des adultes décidaient de son sort sans même la remarquer. « Anne », dit-il enfin, sa voix retrouvant la fermeté qui l'avait rendu célèbre dans les prétoires. « Je vais parler à ton père. » Ses yeux verts s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ? Oui. Et ensuite, on va démêler tout ça. » Quand Paul se leva et se dirigea vers le bureau principal pour les informer qu'il représenterait Thomas Reed, il ne se doutait pas que cette décision, prise dans un couloir terne sous des néons, dans un commissariat de banlieue, changerait non seulement la vie d'Anne et de Thomas, mais aussi la sienne, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le banc était toujours froid, mais Anne le sentait moins. Elle regarda Paul Morrison disparaître derrière la double porte menant aux salles d'interrogatoire. Et pour la première fois de la journée, elle murmura à M. Bouton, « Peut-être que les promesses des adultes ne sont pas toujours vides. » Jamais Paul Morrison n'avait travaillé aussi dur sur une affaire qui rapportait exactement $0. Son bureau luxueux du 20e étage était devenu un centre de commandement pour ce que ses associés appelaient, non sans une pointe d'ironie, le projet perdu. « Tu perds ton temps, » dit Richard, son plus vieil associé, appuyé contre l'encadrement de la porte. « On refuse des clients qui paieraient des fortunes pendant que tu te tues pour un gardien de nuit. » Paul ne quitta pas des yeux les documents éparpillés sur la table. « Tu as fini ?» Richard soupira. « Je ne comprends pas. Il y a des centaines de cas injustes. Pourquoi celui-ci ?» Paul leva enfin les yeux. L'image d'Anne, seule sur ce banc froid, ne l'avait pas quitté. « Parce que celui-ci a croisé ma route. » L'entrepôt de Sainte Logistique était immense. Des rangées infinies d'étagères qui touchaient presque le plafond, des chariots élévateurs bourdonnant dans des allées étroites, et un système de sécurité qui, selon l'accusation, seul un employé aurait pu contourner si précisément. Paul parcourait les lieux pour la 3e fois cette semaine, accompagné cette fois du directeur réticent. « Monsieur Morrison, je vous ai tout montré. Le système a été coupé à 2h17 du matin, exactement pendant la ronde de Monsieur Reed. » Paul s'arrêta devant un panneau de contrôle. Et personne d'autre n'avait accès à ce panneau ? Seulement le personnel de sécurité et les directeurs. Mais le journal du panneau, les empreintes digitales, devinez qui a été le dernier enregistré ? Thomas. Exactement. Paul étudia le panneau avec attention. Et ce relevé est infaillible ? Le directeur hésita brièvement. C'est le meilleur sur le marché. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'appartement de Thomas était petit, mais propre et organisé. Anne dormait dans l'unique chambre, tandis que son père utilisait le canapé du salon. Paul remarqua les dessins d'enfants épinglés sur le frigo, les livres d'école soigneusement empilés sur la table, et une photo jaunie de Thomas avec une femme souriante tenant un bébé Anne. « Elle nous a quittés quand Anne avait 3 ans, expliqua Thomas en suivant le regard de Paul. Elle disait qu'elle n'était pas prête à être mère. Paul hocha la tête. « Parlez-moi de cette nuit-là. » Thomas s'assit, passant ses mains sur son visage fatigué. « Comme je l'ai dit 1000 fois. J'ai fait ma ronde habituelle, vérifié les portes, les couloirs, tout enregistré sur les panneaux selon la procédure. À 3h25, j'ai entendu un bruit dans le secteur A. Quand je suis arrivé, j'ai vu la porte de chargement ouverte et au moins 2 hommes chargeant des cartons dans une camionnette. J'ai appelé des renforts par radio et j'ai essayé d'intervenir, mais ils m'ont frappé par derrière. Et quand vous vous êtes réveillé ? J'étais menotté et la police était partout. Ils disaient que j'avais désactivé le système, que mon empreinte était dessus. Paul prit quelques notes.
Thomas, j'ai besoin de savoir. Avez-vous des ennemis dans l'entreprise? Quelqu'un qui vous détesterait assez pour vous piéger comme ça? Thomas secoua la tête. Je ne suis pas le gars le plus populaire, mais de là. Et l'argent? Des dettes? Je gagne assez pour payer le loyer et offrir une vie décente à Anne. Il ne reste pas grand-chose, mais je ne dois rien à personne. Paul se leva. Une dernière question. Qui a couvert votre service après votre arrestation? La salle d'audience du juge Henderson était imposante, lambrissée de bois sombre, avec une atmosphère qui pouvait intimider même les avocats les plus aguerris. Paul ajusta sa cravate en attendant. Procédez, maître Morrison, dit le juge en entrant. J'ai 10 minutes. Paul alla droit au but. Votre honneur, je demande l'accès complet aux enregistrements du système biométrique de Cinq, y compris tous les accès des 6 derniers mois. Le procureur Williams se leva immédiatement. Objection. C'est une pêche aux informations. Maître Morrison essaie juste de retarder l'inévitable. Le juge regarda Paul par-dessus ses lunettes. Maître Morrison? Votre honneur, j'ai des raisons de croire que le système a pu être compromis. De plus, il y a un détail crucial. Monsieur Reed a appelé par radio pour signaler le crime pendant qu'il était censé le commettre. Pourquoi un criminel appellerait-il des renforts en plein milieu de son propre crime? Le juge Henderson réfléchit un instant. Demande accordée, maître Morrison. Mais ne testez pas ma patience. La semaine du procès arriva plus vite que Paul ne l'aurait souhaité. L'affaire avait attiré l'attention des médias locaux, non pas à cause de l'accusé, mais à cause de l'avocat milliardaire défendant un gardien de nuit d'entrepôt. Dans le couloir du palais de justice, Anne attendait avec une assistante sociale. Elle portait une simple robe bleue, probablement sa plus belle, et serrait fermement Monsieur Bouton dans ses bras. Monsieur Paul, appelait-elle en le voyant. Est-ce que tout ira bien aujourd'hui? Paul s'accroupit à sa hauteur. Je vais faire de mon mieux, Anne. Et après, papa rentre à la maison? Si tout se passe bien, oui. Ses yeux vers l'étudière avec cette intensité adulte qui le déconcertait toujours. Promis? Paul hésita. Je promets d'essayer de toutes mes forces. La salle d'audience était comble. Le procureur Williams présenta son dossier avec assurance. Preuves numériques, accès exclusifs, opportunités évidentes. Quand il eut terminé, beaucoup de jurés semblaient convaincus. Puis Paul se leva. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire ne concerne pas des systèmes high-tech ou des preuves scientifiques. Elle concerne la simple logique. Il arpenta lentement devant eux. L'accusation veut vous faire croire que Thomas Reed, un homme sans casier judiciaire, un père célibataire dévoué, a tout risqué pour cambrioler son propre lieu de travail. Et non seulement cela, ils veulent vous faire croire que ce criminel prétendument brillant a appelé des renforts au milieu de son propre crime. Le procureur s'agita inconfortablement sur son siège. L'accusation base tout son dossier sur une seule preuve, l'empreinte digitale de Thomas sur le panneau de sécurité. Une empreinte qu'il y a légitimement laissée en faisant son travail. Paul fit signe à son assistant, qui projeta un graphique sur un écran. Voici les journaux complets du système biométrique des 6 derniers mois. Remarquez ce schéma ici, pointa-t-il. Certains jours spécifiques, il y a des pannes d'enregistrement d'exactement 4 minutes et 38 secondes. 6 occurrences identiques, toutes pendant le service de Mike Brereslin, un technicien de maintenance. Un murmure parcourut la salle. Et maintenant, la pièce finale, continua Paul en projetant une autre image. Vidéo de surveillance d'une supérette à 3 pâtés de maison de l'entrepôt, montrant M. Brereslin rencontrant Carl Matthews, le directeur de Cinq, 1 heure avant le vol. Le même directeur qui, curieusement, a été promu 3 semaines plus tard. Le procureur se leva pour objecter, mais Paul avait déjà semé le doute. Au cours des 2 jours suivants, Paul exposa méticuleusement comment Matthews et Brereslin avaient tout planifié, utilisant le service de Thomas comme couverture. Comment ils avaient cloné son empreinte digitale à l'aide d'un moule prélevé sur sa tasse de café. Comment Brereslin avait les connaissances techniques pour manipuler le système lors de ses visites de maintenance de routine. Au moment où le jury commença à délibérer, l'atmosphère de la salle d'audience avait complètement changé. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, votre honneur. Le président du jury se leva, papier en main. Dans l'affaire de l'État contre Thomas Reed, nous déclarons l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. Le son qui remplit la pièce fut indescriptible. Un mélange de halètements, de chuchotements,
depuis le banc où Anne était assise avec l'assistante sociale, un sanglot de soulagement qui brisa le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Thomas se tourna vers Paul, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Paul lui tapota simplement l'épaule. « Rentre chez toi avec ta fille, Thomas. Elle t'attend. » Plus tard, à l'extérieur du palais de justice, sous un ciel menaçant de pluie, Thomas tenait la main d'Anne tout en parlant aux journalistes. Paul observait de loin, prêt à partir. Avant qu'il ne puisse s'éclipser, il sentit une traction sur sa veste. C'était Anne, qui avait lâché la main de son père et couru vers lui. Sans un mot, elle le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans son costume coûteux. Monsieur Bouton était écrasé entre eux, témoin silencieux de ce moment. Paul hésita un instant, puis lui rendit brièvement son étreinte. Quand elle s'écarta, ses yeux verts disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Il sourit, fit un petit signe de la main à Thomas au loin, et se tourna pour rejoindre sa voiture qui attendait. Alors que le véhicule s'éloignait, Paul regarda une dernière fois dans le rétroviseur. Thomas et Anne se tenaient main dans la main, deux silhouettes contre le ciel gris, enfin libres de recommencer. Il ne pouvait pas savoir, n'avait aucun moyen de savoir, que ce petit détour dans sa vie, cette décision impulsive d'aider une fille sur un banc froid, planterait une graine qui, des années plus tard, fleurirait d'une manière qui changerait à jamais le cours de sa propre existence. Le temps passe différemment quand on a un but. Pour Anne Reed, les années qui suivirent le procès de son père furent marquées non seulement par les anniversaires et les rentrées scolaires, mais par une détermination tranquille qui grandissait avec elle. À 12 ans, Anne ne transportait plus Monsieur Bouton partout, mais l'ours en peluche avait toujours une place d'honneur sur son étagère. Ses yeux, maintenant recousus avec du fil noir qui ne correspondait pas tout à fait à l'original, semblaient veiller sur Anne alors qu'elle étudiait tard dans la nuit. « Papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce problème de maths. » Thomas leva les yeux du journal. Travailler comme agent de sécurité appartenait au passé. Personne ne voulait embaucher un homme qui, bien que blanchi, avait été accusé de vol. Maintenant, il conduisait un taxi, travaillant plus longtemps, mais au moins il pouvait choisir quand être à la maison. « Laisse-moi voir. » Il s'approcha, fronçant les sourcils devant les chiffres. Les maths n'avaient jamais été son fort. « Je pense que tu dois multiplier cette partie d'abord. » Anne secoua la tête. « Non, j'ai essayé. Ça ne marche pas. » Ils fixèrent tous les deux le problème pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Anne soupire. « Je demanderai à Madame Hernandez demain. » Elle ferma son cahier. « Papa, tu as eu des nouvelles, de lui? Monsieur Morrison ?» La question prit Thomas par surprise. Ce n'était pas la première fois qu'Anne mentionnait l'avocat qui avait changé leur vie. Mais cela faisait longtemps. « Non, ma chérie. » « Pourquoi ?» Anne haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Juste curieuse. J'ai lu quelque chose sur lui dans le journal la semaine dernière. Il a gagné une autre grosse affaire. » Thomas acquiesça. Lui aussi voyait le nom de Paul Morrison de temps en temps. Affaires énormes, clients puissants, toujours victorieux. Un monde complètement éloigné du leur. « Il doit être très occupé, » dit doucement Thomas. « Mais il a pris le temps de nous aider. » Thomas n'eut pas de réponse à cela. À 15 ans, Anne était première de sa classe dans presque toutes les matières. Ses notes en histoire et en littérature étaient impeccables, mais c'était en débat qu'elle brillait vraiment. L'équipe de l'école avait remporté le championnat régional 2 fois sous sa direction. « Tu as un don naturel pour l'argumentation, » dit Madame Patel, sa professeure d'études sociales. « As-tu déjà envisagé des études de droit ?» Anne sentit une chaleur lui monter au cou. Bien sûr qu'elle y avait pensé. C'était pratiquement tout ce à quoi elle pensait. « Peut-être, » répondit-elle vaguement. « Eh bien, si tu décides d'aller dans cette voie, j'adorerais écrire une lettre de recommandation. Tu as le potentiel pour les meilleures universités. » Les meilleures universités. Les mots résonnèrent dans son esprit tout le long du chemin jusqu'au petit appartement qu'elle partageait avec son père. Elle rangea ses livres et s'assit à la table de la cuisine, ouvrant le vieil ordinateur portable qu'ils avaient acheté d'occasion l'année précédente. Elle chercha « meilleure faculté de droit » et fixa la liste « Harvard, Yale, Stanford, Columbia ». Des noms qui semblaient appartenir à un autre univers. Les coups annuels lui donnèrent la nausée. Thomas entra dans la cuisine et vit ce qu'elle regardait. « Ambitieux, hein ?» Il sourit, mais une inquiétude vacilla dans ses yeux. « Je regarde juste, » dit Anne en fermant l'ordinateur portable. « Rien de sérieux. » Plus tard cette nuit-là, après que son père se fut endormi, Anne rouvrit l'ordinateur. Cette fois, elle chercha « Paul Morrison avocat ».
Des centaines de résultats apparurent. Articles sur des affaires, interviews, photos lors de galas. Sur une photo, il souriait aux côtés de célébrités, l'air aussi à l'aise qu'il l'était ce jour-là au tribunal, tant d'années auparavant. Anne étudia son visage. Il avait vieilli, bien sûr, mais il avait toujours cette même confiance tranquille, ce regard qui disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Le lendemain matin, Anne se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle fit du café pour son père et attendit qu'il se prépare pour le travail. « Papa, je veux faire des études de droit », annonça-t-elle quand il entra dans la cuisine. « Je veux être avocate. » Thomas étudia sa fille un instant. Cette détermination dans ses yeux verts ne lui était pas inconnue. Il l'avait vue grandir depuis ses jours au tribunal. « Ça va être dur, dit-il finalement. « Je sais. On aura besoin de bourses. Beaucoup de bourses. »« Je sais. » Thomas sourit. « Alors, commençons à chercher. » Le lycée passa dans un tourbillon de livres, de tests de préparation et d'activités extrascolaires. Tandis que d'autres adolescents se souciaient des fêtes et des rendez-vous, Anne était concentrée sur un seul objectif. « Tu as besoin de te détendre un peu, » dit Mia, sa seule amie proche, alors qu'Anne refusait une autre sortie du vendredi soir. « Il y a plus dans la vie que les études. » Anne sourit sans lever les yeux de son livre de préparation au SAT. « Peut-être pour toi. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Anne ferma le livre, regardant son amie. « Ça veut dire que tu as des parents qui peuvent payer tes études. Tu n'as pas besoin d'une bourse complète pour poursuivre tes rêves. » Mia recula un peu. « Ce n'est pas juste de dire ça. »« Non, ça ne l'est pas, » admit Anne, adoucissant son ton. « Désolé, je suis juste stressée. » Mais ce n'était pas seulement le stress. C'était une vérité qu'Anne portait depuis ses 6 ans. Le monde n'était pas juste. Et pour les gens comme elle et son père, la seule issue était de travailler 2 fois plus dur. Les lettres d'acceptation commencèrent à arriver pendant sa dernière année. 5 universités réputées, tout offrant des bourses partielles basées sur son excellent dossier scolaire, mais aucune ne couvrait suffisamment. « On trouvera quelque chose », insistait Thomas, bien que tous deux sachent que même avec des prêts étudiants, le coût serait écrasant. Puis, un mardi pluvieux, une lettre différente arriva. Papier épais, logo élégant. Columbia. Bourse complète Reed Morrison pour les étudiants en droit au potentiel exceptionnel et engagés envers la justice sociale. Anne lut la lettre 3 fois avant de pouvoir l'assimiler. Reed Morrison. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Je n'ai pas postulé pour cette bourse, » murmura-t-elle, confuse. Thomas prit la lettre, les mains tremblantes. « Il n'a pas oublié, » chuchota-t-il. Anne regarda son père, les larmes montant aux yeux. « Tu crois ?» Thomas acquiesça. « Il a dû suivre tes progrès d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être qu'il a créé cette bourse il y a des années et que ton nom est apparu dans la sélection. » Anne fit des recherches sur la bourse le soir même. Elle n'existait que depuis 3 ans et n'avait soutenu que 6 étudiants jusqu'à présent. Il n'y avait aucune mention directe de Paul Morrison sur la page officielle, seulement qu'elle était financée par un donateur anonyme et la fondation Reed. Reed, son propre nom de famille. Comment savait-il ? Demanda Anne à son père. Comment savait-il que je voulais étudier le droit ? Thomas sourit. Peut-être qu'il ne le savait pas. Peut-être qu'il voulait juste donner aux autres ce qu'il t'a donné, une chance. Columbia était un monde à part. Des bâtiments historiques en briques rouges, des bibliothèques infinies et des gens qui semblaient nés en discutant de politique internationale et de théorie juridique. Les premiers jours, Anne se sentit comme une intruse. Reed. Je ne connais aucun juge Reed. Vos parents sont avocats ? Demanda une camarade de classe pendant le déjeuner, son accent indiquant des générations de privilèges. Non, mon père conduit un taxi. Le silence qui suivit fut révélateur. Ce n'était pas une hostilité ouverte, mais quelque chose de peut-être pire, une surprise sincère, comme s'ils étaient face à un animal exotique aux eaux. Oh, dit finalement la camarade. Comme c'est intéressant. Anne aurait pu se recroqueviller. Elle aurait pu mentir. Au lieu de cela, elle leva le menton. C'est l'homme le plus honnête que je connaisse. Il a été accusé à tort d'un crime et blanchi par un avocat qui a cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. C'est pourquoi je suis ici. La table se tut à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Certaines expressions montraient une curiosité sincère. « Quel avocat ?» demanda quelqu'un. Anne hésita. Elle n'était jamais sûre si elle devait mentionner le nom, craignant que cela ne ternisse d'une manière ou d'une autre la bonne action qu'il avait faite. « Paul Morrison » dit-elle finalement.
Une vague de murmures se propagea à travers la table. Bien sûr, il connaissait le nom. Qui, dans le monde juridique, ne le connaissait pas? Morrison a pris une affaire pro bono pour votre père? Ça ne lui ressemble pas. C'est vrai, interrompit Anne. J'étais là. J'avais 6 ans, assise sur un banc froid au commissariat. Il m'a acheté un sandwich au beurre de cacahuète. Cette fois, le silence fut celui du respect. La première année de droit était notoirement brutale, mais Anne était préparée. Tandis que ses camarades se plaignaient de la charge de lecture, elle dévorait les textes avec une ferveur féroce. Chaque théorie juridique, chaque précédent, chaque argument était un outil qu'elle pourrait un jour utiliser pour aider quelqu'un comme son père. Sa fascination pour le droit pénal fut immédiate et viscérale. Tandis que d'autres s'orientaient vers des domaines plus lucratifs comme le droit des sociétés ou la propriété intellectuelle, Anne connaissait sa voie depuis le début. La défense publique ne paie pas bien, l'avertit le professeur Stewart lors d'une séance d'orientation. Avec votre dossier, vous pourriez rejoindre n'importe quel cabinet d'élite. Je ne suis pas ici pour l'argent, répondit simplement Anne. Le professeur l'étudia un instant. Beaucoup d'étudiants de première année disent ça. En troisième année, quand les dettes s'accumulent et que les offres d'emploi arrivent, l'histoire change. Je n'ai pas de dette, dit Anne. J'ai une bourse complète. La Reed Morrison. Le professeur acquiesça. Vous savez, je n'ai jamais rencontré personne du comité de cette bourse. C'est presque comme si... Comme quoi? Comme si elle avait été créée spécifiquement pour quelqu'un. Pour vous, peut-être. Anne sentit son visage s'échauffer. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais l'idée persista dans son esprit. Si Paul Morrison avait vraiment créé une bourse à son nom pour s'assurer qu'elle puisse étudier le droit, pourquoi ne l'avait-il jamais contactée? Pourquoi cet anonymat? Ce printemps-là, une opportunité de stage se présenta au bureau du défenseur public de New York. C'était rare pour une étudiante de première année, mais Anne postula quand même. À sa surprise, elle fut acceptée. Votre essai de candidature était impressionnant, lui dit l'avocate qui l'interviewa. Vous écrivez comme quelqu'un qui comprend ce que signifie être du mauvais côté du système. C'est le cas, répondit simplement Anne. L'expérience au bureau du défenseur public fut transformatrice. Des piles de dossiers, des ressources limitées, des clients désespérés, tout ce que ses camarades considéraient comme un cauchemar était exactement là où Anne se sentait le plus utile. Chaque petite victoire, chaque client qui obtenait une seconde chance, alimentait sa conviction. Un après-midi, en organisant des dossiers, Anne trouva une vieille affaire. Le nom sur le dossier fit bondir son cœur, Thomas Reed. C'était le dossier original de l'affaire de son père, archivé depuis plus d'une décennie. Les mains tremblantes, Anne ouvrit le dossier. Il y avait les documents que Paul avait rassemblés, des notes manuscrites d'une écriture élégante, des stratégies de défense méticuleusement planifiées. Sur la dernière page, quelque chose attira son attention. Un post-it jauni avec un simple message, « N'oublie pas, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de faire ce qui est juste. » Anne s'assit, le dossier tremblant entre ses mains. Cette note n'avait pas été écrite pour elle, mais elle semblait être une réponse à la question qu'elle portait depuis des années. Pourquoi avait-il aidé? Pas pour la gloire, pas pour l'ego, pas même par pitié. Simplement parce que c'était la bonne chose à faire. À la fin de la première année, Anne se classait parmi les 5 meilleurs étudiants de sa promotion. Sa photo parut dans le journal de la faculté de droit comme une histoire de réussite du programme de diversité. Qu'est-ce que ça fait d'être l'une des rares étudiantes à faible revenu à Columbia Law? Demanda le journaliste du journal du campus. Anne réfléchit un instant. Reconnaissante pour l'opportunité, mais aussi consciente que je mérite d'être ici autant que n'importe qui d'autre. Et quels sont vos projets après l'obtention du diplôme? La défense publique. Je veux représenter les gens qui, comme mon père, se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment, sans personne pour les croire. Le journaliste posa quelques questions supplémentaires sur son parcours et ses inspirations. Anne y répondit avec clarté et détermination. Lorsque l'interview se termina, le journaliste hésita. Il y a encore une chose. Ce n'est pas vraiment pour l'article, mais j'ai entendu des rumeurs sur votre bourse. Est-il vrai que Paul Morrison l'a créée spécifiquement pour vous? Anne sentit son estomac se nouer. Je ne peux pas commenter cela. Certains disent qu'il suit votre carrière de loin, qu'il garde un dossier juste sur vous. Ce serait étrange, répondit Anne sèchement. Donc, vous n'avez eu aucun contact avec lui depuis l'affaire de votre père? Anne attrapa son sac à dos, prête à mettre fin à la conversation.
Monsieur Morrison a fait quelque chose d'extraordinaire pour mon père il y a longtemps. S'il a créé une bourse, que ce soit pour moi ou pour d'autres étudiants, cela montre simplement le genre de personne qu'il est. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un examen à réviser. En traversant le campus, Anne rumina les paroles du journaliste. L'idée que Paul Morrison puisse observer ses progrès de loin était à la fois réconfortante et troublante. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'étudiante, Anne prit son téléphone. Elle avait enregistré un numéro des années auparavant, trouvé parmi les dossiers de l'affaire de son père. Elle ne l'avait jamais composé. Ses doigts planèrent sur le clavier, mais au dernier moment, elle s'arrêta. Que dirait-elle ? « Merci pour la bourse que vous avez peut-être créée pour moi. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté ? » Certaines dettes ne pouvaient pas être payées avec des mots. Certaines inspirations portaient plus de pouvoir lorsqu'elles restaient des souvenirs. Anne reposa le téléphone et retourna à ses livres. Sa voix était claire. Elle deviendrait la meilleure avocate possible, défendant ceux qui, comme son père des années auparavant, avaient désespérément besoin que quelqu'un croie en eux. Si un jour son chemin croisait à nouveau celui de Paul Morrison, ce ne serait pas en tant que petite fille pleurant sur un banc froid, ni en tant qu'étudiante reconnaissante pour une bourse. Ce serait en tant qu'égale, une avocate qui avait appris la leçon la plus importante non pas dans les livres, mais dans la vraie vie. Parfois, la justice a besoin de quelqu'un prêt à se battre pour elle, même quand toutes les chances sont contre elle. La salle de conférence de Blackwell Monroe occupait tout le dernier étage d'un gratte-ciel surplombant Central Park. À travers les grandes baies vitrées, New York ressemblait à une maquette, belle, organisée et distante. Exactement comme Anne se sentait à ce moment-là. 300 000 $ par an pour commencer, dit Richard Blackwell, l'un des associés principaux, en faisant glisser la proposition sur la table en verre. Bonus annuel, assurance santé premium, fonds de retraite, et bien sûr, la possibilité de devenir associé en 5 ans si vous maintenez vos performances actuelles. Anne regarda le document. Le chiffre semblait presque obscène. Avec ça, elle pourrait payer un appartement décent pour son père en quelques mois. Elle pourrait effacer les petites dettes qu'ils avaient accumulées au fil des ans. Elle pourrait enfin respirer sans le poids constant de l'insécurité financière. C'est une offre généreuse, dit-elle en gardant une voix neutre. Caroline Monroe, l'autre associée principale, se pencha en avant. Anne, soyons directs. Vous êtes sortie major de promotion de Columbia. Vos notes étaient exceptionnelles, vos stages impressionnants. Nous avons 50 associés qui supplient pour ce poste, mais nous vous voulons, vous. Pourquoi ? La question s'échappa avant qu'Anne ne puisse l'arrêter. Les deux associés échangèrent un regard rapide. Parce que vous avez quelque chose qu'on n'enseigne ni à Harvard ni à Yale, répondit Blackwell. Vous avez la faim, la détermination, vous comprenez le monde réel. Et comment savez-vous cela ? Monroe sourit. Nous faisons des recherches approfondies sur nos candidats. Nous connaissons votre histoire. Votre père, l'affaire. Anne sentit son estomac se serrer. Bien sûr qu'il savait. Son conte de fées juridiques était devenu presque une légende urbaine dans les cercles du droit. La pauvre fille inspirée par un célèbre avocat, prête maintenant à conquérir le monde. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre perspective unique, continua Blackwell. Cela aidera notre image auprès de certains clients. Diversité des expériences, vous comprenez. Anne comprenait parfaitement. Elle serait le trophée du cabinet, l'exemple vivant que n'importe qui pouvait atteindre le sommet par le travail acharné. Une histoire larmoyante pour impressionner les clients et justifier des décisions difficiles. Puis-je y réfléchir ? Bien sûr, sourit Monroe. Mais ne prenez pas trop longtemps. Higginberg Associates s'intéresse aussi à vous, d'après ce que j'ai entendu. Thomas faisait la vaisselle quand Anne arriva au petit appartement qu'il partageait toujours. Depuis l'obtention de son diplôme 3 semaines plus tôt, les entretiens étaient devenus sa routine quotidienne. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains. Elle laissa tomber le dossier sur la table. 300 000. Assurance santé. Retraite. Thomas siffla doucement. Waouh. Tu n'as pas l'air excité. Anne s'affaissa sur une chaise, laissant échapper un long soupir. Je ne le suis pas. Thomas s'assit en face d'elle. Ses cheveux avaient maintenant des mèches argentées aux tempes, et les rides autour de ses yeux s'étaient creusées au fil des ans. Il conduisait toujours un taxi, travaillait toujours trop d'heures, s'inquiétait toujours constamment des factures. Qu'est-ce qui te tracasse ? Anne regarda son père. Ils veulent me parader comme un projet de réussite caritative. La pauvre fille qui a réussi. Est-ce si mauvais ? Ce n'est pas pour ça que j'ai étudié si dur.
Anne passa une main dans ses cheveux. De plus, je défendrai de grandes entreprises contre des gens comme nous. Thomas resta silencieux un moment. Tu as eu d'autres offres, non? 5 au total. Toutes similaires. Anne hocha la tête. Plus ou moins. Salaires énormes, bureau chic, clients puissants. Le bureau du défenseur public? La question resta en suspens entre eux. Le bureau du défenseur public, où Anne avait fait des stages les 2 étés précédents. Où les bureaux étaient encombrés de dossiers, les ordinateurs obsolètes, et les avocats jonglaient avec trop d'affaires pour des salaires modestes. Ils m'ont offert un poste, répondit-elle finalement. 62 000 $ par an. Thomas laissa échapper une longue respiration. Moins d'un quart de ce que Blackwell offrait. Oui. Tu as déjà décidé, n'est-ce pas? Anne regarda par la petite fenêtre de l'appartement. Dehors, la ville poursuivait son rythme effréné, indifférente aux décisions qui façonnaient les vies individuelles. Je crois que oui. Le bureau des défenseurs publics du district sud occupait 3 étages d'un immeuble ancien du centre-ville. La peinture s'écaillait dans certains coins, les ascenseurs tombaient souvent en panne et la climatisation ne semblait fonctionner qu'1 jour sur 2. La directrice, Grace Chen, examina les documents qu'Anne lui tendit, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Vous savez que vous pourriez gagner 5 fois plus ailleurs, n'est-ce pas? Anne sourit. J'en suis consciente. Et ici, vous aurez 50 affaires à la fois, des clients qui manquent souvent leurs audiences et des juges impatients. J'en suis consciente aussi. Grace retira ses lunettes, étudiant la jeune femme devant elle. Pourquoi, Anne? Avec votre CV, vous pourriez choisir n'importe où. Anne réfléchit un instant. Elle pourrait parler de justice sociale, de redonner, de faire une différence. Tout cela serait vrai, mais pas toute la vérité. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu mon père se faire emmener menotté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, commença-t-elle. Je suis restée assise seule sur un banc froid au commissariat pendant des heures. Personne ne me voyait. C'était comme si j'étais invisible. Grace écouta en silence. Puis un avocat est arrivé. Qui n'avait pas besoin d'être là, qui avait des clients bien plus importants qui attendaient. Il m'a vu. Vraiment vu. Et ensuite, il a vu mon père, pas comme un dossier, pas comme une statistique, mais comme une personne. Anne fit une pause, rassemblant ses pensées. Je veux être pour les autres ce qu'il a été pour nous. Je veux que les gens assis sur des bancs froids, rendus invisibles par le système, sachent que quelqu'un se bat pour eux. Même si ça semble impossible. Même si tout le monde dit que c'est une cause perdue. Grace l'observa longuement, puis sourit. Votre bureau est là-bas, dit-elle en désignant un coin exigu. Les dossiers à droite sont vos nouvelles affaires. Audience préliminaire demain à 9 h pour la première. Le lendemain soir, Anne entra dans le petit appartement, épuisée mais pleine d'une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses études de droit. Elle avait passé 12 heures complètes à examiner des dossiers, rencontrer des clients et préparer des plaidoiries. Thomas était dans le salon, regardant les informations. Son visage s'illumina quand il la vit. « Comment s'est passée ta première journée ?» Anne s'écroula sur le canapé à côté de lui. Chaotique. Insensé. Impossible. Des regrets? Elle sourit, fermant les yeux un instant. Pas un seul. Thomas étudia sa fille avec une fierté tranquille. La petite fille effrayée qui s'était assise autrefois sur un banc froid avait disparu, remplacée par cette jeune femme déterminée qui savait exactement ce qu'elle voulait. Tu sais, dit-il après un moment. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Morrison n'était pas apparu ce jour-là. Anne ouvrit les yeux, fixant le plafond écaillé. Moi aussi. Mais je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Pourquoi pas? Parce que maintenant, c'est à mon tour d'apparaître pour quelqu'un d'autre. Elle se tourna vers son père en souriant. Et c'est ça qui compte vraiment. Thomas acquiesça, comprenant. Anne avait fait son choix. Pas le plus facile, ni le plus rentable, mais celui qui résonnait avec la vérité la plus profonde de qui elle était. Tandis que son père reportait son attention sur la télévision, Anne ferma de nouveau les yeux. Demain apporterait une autre journée pleine de batailles presque impossibles, de ressources limitées et de gens désespérés cherchant de l'aide. Et elle ne pouvait pas être plus certaine de sa décision. Certains choix définissent non seulement les carrières, mais les âmes. Et Anne Reed avait trouvé la sienne. La pluie battait contre les fenêtres du bureau du 50e étage de Morrison, Winters & Associates. Paul Morrison regardait les gouttelettes déformer les lumières de la ville en contrebas. 27 ans à construire cet empire.
27 ans d'affaires impossibles, de clients puissants et de victoires mémorables. Un autre whisky, monsieur, demanda Martha, son assistante depuis près de 2 décennies. Paul acquiesça sans se retourner. Merci, Martha. Vous pouvez rentrer chez vous après. Vous avez dépassé votre horaire. Vous ne devriez vraiment pas être seul ici ce soir. Pas après. Je vais bien, l'interrompit-il doucement. Juste fatigué. Martha hésita un instant, puis laissa le verre et sortit silencieusement. Paul attendit d'entendre la porte se fermer avant de prendre le whisky. 18 ans d'âge, vieilli en fût de chêne, doux comme de la soie. De petits luxes auxquels il s'était habitué au cours d'une carrière extraordinaire. Son téléphone vibra pour la 10e fois de l'heure. Probablement d'autres journalistes, ou peut-être Lucas Winters, son principal associé, avec d'autres explications sur les documents qui avaient fait surface. Paul ignora l'appel et s'assit dans son fauteuil en cuir. Sur son bureau, une petite pile de journaux de la veille, tous avec des variations du même titre, scandale chez Morrison Winters, des documents révèlent une possible fraude impliquant le fonds de pension. Ce n'était que le début. 3 semaines plus tôt, tout semblait normal. Paul venait de remporter une affaire très médiatisée impliquant une société pharmaceutique. La presse juridique le surnommait « le magicien » pour sa capacité quasi surnaturelle à transformer des affaires apparemment perdues en victoires retentissantes. « Il faut qu'on parle », dit Lucas en entrant dans son bureau sans frapper. Son visage habituellement impassible montrait des signes de tension. « Bonjour à toi aussi », répondit Paul sans lever les yeux des documents qu'il examinait. « Si c'est à propos de l'affaire Peterson, je suis déjà. » « Ce n'est pas à propos d'une affaire, l'interrompit Lucas. C'est à propos de l'audit interne. » Cela capta l'attention de Paul. L'audit annuel était une formalité, une vérification de procédures standards, jamais une source d'inquiétude. « Il y a un problème ?» demanda-t-il, rencontrant enfin le regard de son associé. Lucas ferma la porte et baissa la voix. Ils ont trouvé des irrégularités dans le fonds d'investissement du cabinet. Quel genre d'irrégularité ? Le genre qui envoie les gens en prison. Paul fronça les sourcils. En tant qu'associé principal, il supervisait les opérations générales, mais la gestion financière quotidienne relevait de Lucas et Jennifer. Ils avaient insisté pour que Paul se concentre sur ce qu'il faisait de mieux, gagner des affaires impossibles. « Montre-moi », exigea Paul. Lucas hésita. « Ce n'est pas si simple. Il y a tes signatures sur des documents dont tu ne te souviens peut-être pas avoir signé. » De quoi parles-tu ? Je ne signe rien sans le lire. Tu te souviens de cette paperasse de routine l'année dernière, sur la restructuration du fonds d'investissement ? Paul essaya de se rappeler. Il y avait tant de documents, tant de réunions. Vaguement. Tu avais dit que c'était juste de la bureaucratie. Eh bien, Lucas détourna le regard. Quelques pages supplémentaires ont peut-être été glissées après coup. La réalisation frappa Paul comme un coup de poing. Vous avez falsifié ma signature ? Non, bien sûr que non. Lucas sembla sincèrement offensé. Tu as signé. Tu ne savais juste pas exactement ce que tu signais. Paul se leva, la colère montant. Qu'est-ce que vous avez fait, Lucas ? On a détourné quelques investissements. Rien de drastique. Juste diversifié dans quelques opportunités alternatives. Combien ? Lucas marmonna quelque chose d'inaudible. Combien ? Répéta Paul, sa voix tranchante comme l'acier. 87 millions. Le monde sembla basculer sous les pieds de Paul. 87 millions de dollars provenant du fonds destiné à garantir les retraites des employés, à payer les prestations de santé, à assurer l'avenir du cabinet. Où est passé l'argent ? Lucas ne répondit pas immédiatement. Des investissements privés. Certains n'ont pas abouti. Combien a été perdu ? La majeure partie. Paul s'assit lentement, son esprit s'emballant. Qui d'autre est au courant ? Pour l'instant, juste l'auditeur interne. Toi, moi et Jennifer. Mais il est tenu de le signaler. Bientôt, tout le monde saura. Les jours suivants, la tempête s'intensifia à une vitesse effrayante. Ce qui avait commencé comme une rumeur se transforma en ouragan médiatique. L'histoire parfaite, l'avocat de renom Paul Morrison, défenseur des grandes entreprises, impliqué dans une fraude contre son propre fonds de pension. Au début, Paul pensa qu'il pourrait remettre les choses au clair. Après tout, il n'avait vraiment aucune idée que tout cela se passait. Mais ensuite vinrent les documents. Sa signature, clairement visible sur des papiers décrivant le montage. Ses initiales sur chaque page de plan d'investissement douteux.
Des mémos apparemment écrits par lui, approuvant des transactions suspectes. Ils sont faux, insista Paul auprès de Jeffrey, son avocat personnel et ami de longue date. Jeffrey examina à nouveau les documents. L'analyse graphologique dit que c'est ta signature, Paul. Pas falsifiée. Réelle. Je n'aurais jamais signé sciemment quelque chose comme ça. Je te crois. Mais le prouver, quasi impossible. Paul passa une main sur son visage. Où sont Lucas et Jennifer maintenant? Jeffrey hésita. Jennifer a pris un vol pour les îles Caïmans hier. Lucas est malade et ne répond pas aux appels. Ils m'ont laissé comme bouc émissaire, conclut Paul. On dirait bien. Et ils ont fait un travail méticuleux. Chaque document est dans les fichiers numériques de ton ordinateur. Il y a des emails qui semblent provenir de ton compte personnel. C'est insensé. Je peux prouver que je n'étais même pas au bureau à certaines de ces dates. Oui, mais quid de toutes les autres? Les documents peuvent être pré- ou post-datés. Tu leur faisais confiance, Paul. Tu signais des liasses de documents sans vérifier chaque page. Ils utilisent ça contre toi. Paul regarda de nouveau par la fenêtre. Et maintenant? Maintenant, soupira Jeffrey, on se prépare à se battre pour ta vie. Mais le lendemain matin, l'histoire explosa dans tous les journaux. Le fonds de pension de Morrison, Winters Associates, avait perdu près de 90 millions de dollars dans des investissements frauduleux, apparemment orchestrés par Paul Morrison lui-même. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Clients, collègues, journalistes, tous exigeant des explications. Les plus gros clients prirent la fuite presque instantanément. Les grandes entreprises ne pouvaient pas se permettre d'être représentées par un avocat sous enquête pour fraude. Les actionnaires dans l'affaire Petro se retirent, l'informa Martha en entrant avec une liste. Et NorthMed vient d'appeler. Ils résilient leur contrat. Tous? Demanda Paul, incrédule. Tous les majeurs, oui. Certains clients plus petits ne se sont pas encore manifestés, mais... Paul secoua la tête. Ce n'est qu'une question de temps. En une semaine, le bureau autrefois animé ressemblait à un navire fantôme. Les associés demandaient des transferts, les secrétaires démissionnaient. Même le personnel de nettoyage semblait éviter son regard. L'ordre des avocats ouvrit une procédure disciplinaire. Les autorités fédérales lancèrent une enquête formelle. Les comptes du cabinet furent gelés. Les comptes personnels de Paul aussi. Ils ne peuvent pas tout geler comme ça, sans procès, protesta Paul lors d'une réunion avec Jeffrey. Ils le peuvent, dans une affaire de fraude financière présumée à grande échelle. C'est pour t'empêcher de déplacer des actifs. Oh? Lucas et Jennifer ont déjà tout pris. Jeffrey soupira. Pas tout. Nous avons encore quelques angles juridiques. Mais je dois être honnête, Paul. Les choses ne s'annoncent pas bien. Monsieur Morrison, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous avez sciemment détourné les fonds de pension vers des investissements à haut risque? Cria un journaliste alors que Paul quittait le bâtiment de l'ordre des avocats. Pas de commentaire, dit Jeffrey en guidant Paul à travers la foule de journalistes. Est-il vrai que votre licence a été suspendue? Est-il vrai que Lucas Winters a été vu aux Bahamas? Des employés ont perdu leur retraite à cause de vous. Un mot pour eux? Cette dernière question frappa Paul comme une balle. Les employés. Des gens qui lui faisaient confiance. Des gens comme Martha, qui avait travaillé à ses côtés pendant 2 décennies. Dans la voiture, enfin à l'abri des journalistes, Paul craqua. Ils ont raison, murmura-t-il. Je suis responsable. Tu as été trompé, corrigea Jeffrey. J'ai été négligent. J'aurais dû tout vérifier personnellement. J'aurais dû surveiller Lucas et Jennifer de plus près. Ces employés me faisaient confiance. Jeffrey n'eut pas de réponse à cela. 2 mois après les premières accusations, la situation de Paul semblait désespérée. Le cabinet avait implosé. Les employés déposaient des recours collectifs. Les clients exigeaient des dédommagements pour rupture de contrat. Puis vint le coup de grâce, Lucas Winters refit surface. Pas aux Bahamas ou dans un pays sans extradition, mais à New York, au siège du FBI. Il a passé un accord, expliqua Jeffrey, le visage sombre d'inquiétude. Il va témoigner contre toi, Paul. Assis dans son appartement maintenant à moitié vide après avoir vendu œuvres d'art et antiquités pour couvrir les dépenses immédiates, Paul laissa échapper un rire sans joie. Contre moi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire? Je ne savais rien. Il dit que tu savais. Que tout était ton idée. Que lui et Jennifer n'ont fait que suivre tes ordres. Paul sentit le sang quitter son visage. C'est absurde.
Qui croirait ça? Il a des emails, Paul. Des réunions inscrites à ton agenda. Des témoins affirmant avoir entendu parler des investissements. Tout est fabriqué. Tout est fabriqué. Probablement. Mais maintenant, c'est sa parole contre la tienne, et il a des documents. Tu n'as que des dénégations. L'audience disciplinaire à l'ordre des avocats fut rapide et impitoyable. La suspension temporaire de Paul devint une révocation permanente de sa licence d'exercer. Des décennies de travail impeccable, des centaines d'affaires gagnées avec éthique et compétence. Tout effacé d'un trait de plume. Je peux faire appel, dit Paul, sa voix manquant de sa conviction habituelle. Tu peux, acquiesça Jeffrey. Mais d'abord, nous devons nous occuper des accusations criminelles. L'accord de Lucas a fait de toi la cible principale. Et Jennifer? Aucune trace. Probablement avec un nouveau nom, un nouveau visage, quelque part avec des plages et pas de traité d'extradition. Paul regarda par la fenêtre de son appartement. Il avait vendu son Penthouse de luxe des mois auparavant. Maintenant, il vivait dans un modeste 3 pièces dans un quartier de classe moyenne. Encore un privilège comparé à beaucoup, mais le début d'une chute qui semblait sans fin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il, plus à lui-même qu'à Jeffrey. Maintenant, nous préparons ta défense pénale. Mais je dois être honnête, ça pourrait impliquer une détention provisoire. Paul acquiesça lentement. Cette possibilité planait depuis des semaines. Combien de temps? Ça dépend du juge, mais vu l'ampleur de l'affaire et le risque de fuite, ça pourrait être jusqu'au procès, qui pourrait prendre des années. Oui. Paul prit une profonde inspiration. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour me préparer. Jeffrey lui tapota l'épaule. Bien sûr. Je serai là quand tu auras besoin de moi. Mais quand Jeffrey partit, Paul savait déjà qu'il ne l'appellerait pas. Il ne pouvait pas se permettre ses honoraires. Il pouvait à peine se permettre quoi que ce soit. 3 jours plus tard, l'appartement modeste était vide. Meubles vendus, vêtements donnés. Seule une valise restait au milieu du sol. Paul Morrison, 56 ans, regarda autour de lui une dernière fois. L'homme dans le miroir du couloir ressemblait à peine à l'avocat confiant qui régnait autrefois dans les prétoires. Cheveux gris en désordre, cernes sous les yeux, barbe négligée, épaules alourdies par des accusations qu'il ne pouvait réfuter. Son téléphone sonna. C'était Jeffrey, probablement inquiet après des jours sans contact. Paul laissa tomber sur la messagerie vocale. Il n'y avait rien à dire. Dans sa poche, il avait les derniers $1000 qu'il avait pu rassembler. Assez pour quelques semaines dans un hôtel bon marché. Après ça, il ne savait pas. Ce qu'il savait, c'est que bientôt, les autorités viendraient avec un mandat d'arrêt. Lucas avait complété son acte de trahison, présentant de nouvelles preuves de la prétendue orchestration du montage par Paul. En partant, Paul laissa une enveloppe adressée à Jeffrey sur la table. À l'intérieur, une lettre. Je ne fuis pas la justice, je la cherche. Je trouverai la preuve de mon innocence. Peu importe le temps que ça prendra. Ne me cherche pas. Quand j'aurai ce dont j'ai besoin, je reviendrai. C'était une promesse presque impossible à tenir. Comment prouver qu'on ne savait pas quelque chose? Comment exposer des faux aussi méticuleux? Comment combattre des ennemis qui connaissaient chaque détail de votre vie, chaque habitude, chaque faiblesse? Paul n'avait pas de réponse. Il n'avait que la conviction absolue de son innocence et une détermination désespérée à ne pas passer des années en prison en attendant d'être jugé pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Il ferma la porte de l'appartement pour la dernière fois. Dans l'ascenseur, il évita de regarder son reflet. Dans le hall, il garda la tête baissée. Dans la rue, il marcha sans but, juste un homme anonyme de plus dans la foule de New York City. La pluie commença à tomber, fine et froide. Paul remonta son col, serrant sa valise usée. Quelque part dans cette ville se trouvaient des réponses. Quelque part, il y avait un avenir au-delà de la ruine. Quelque part, il y avait la vérité. Et tandis qu'il marchait sous la pluie, l'homme autrefois appelé un géant du droit américain se sentit plus petit et plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais cru possible. Aussi petit qu'une enfant assise seule sur un banc froid dans un commissariat, des années auparavant. 6 mois plus tard, le nom de Paul Morrison s'était estompé des gros titres. Parfois, il apparaissait dans des articles sur le plus grand scandale juridique de la décennie, ou dans des analyses sur la chute des puissants. Mais l'homme lui-même était devenu un fantôme. L'homme à la barbe grise qui entra dans le bureau du défenseur public un lundi matin ressemblait juste à un autre client désespéré. Yeux fatigués, vêtements propres mais usés, le genre de personne que la société avait rejeté.
J'ai besoin d'aide, dit-il à la réceptionniste, la voix rauque par manque d'usage. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Non, demanda-t-elle sans lever les yeux du formulaire. Il hésita juste une seconde. Paul Morrison? La femme continua de taper un instant, puis s'arrêta brusquement. Son regard se leva lentement, examinant l'homme avec une nouvelle attention. Morrison, l'avocat? Paul acquiesça légèrement. Je croyais que vous aviez quitté le pays. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. La réceptionniste sembla incertaine de la marche à suivre. Vous devez remplir ce formulaire. Quelqu'un vous verra sous peu. Paul prit le formulaire et un stylo. Il s'assit sur un banc en plastique dur dans un coin de la salle d'attente. Les questions étaient simples, directes. Nom, adresse, revenu. Au champ de l'adresse, il marqua une pause. Il n'en avait pas eu depuis des mois. Finalement, il inscrivit le nom d'un refuge où il avait pu obtenir un lit temporaire. Dans le champ des revenus, il écrivit 0. Quand il eut terminé, il rendit le formulaire à la réceptionniste, qui le parcourut rapidement. Veuillez patienter. Un défenseur public sera bientôt avec vous. Paul hocha la tête et retourna sur le banc dur. Il regarda autour de la pièce sobre. Affiches délavées sur les droits légaux, personnes attendant, certaines anxieuses, d'autres résignées. Dans un autre temps, une autre vie, il aurait traversé des endroits comme celui-ci en célébrité. Maintenant, il n'était qu'une autre personne dans le besoin. L'ironie ne lui échappa pas. L'homme qui défendait autrefois les puissants avait maintenant besoin d'un défenseur public. Le géant tombait si bas qu'il reconnaissait à peine son propre reflet. Une porte s'ouvrit et une assistante appela « Monsieur Morrison ? Vous pouvez entrer maintenant. » Paul se leva lentement, sentant le poids des derniers mois dans chaque muscle. En se dirigeant vers la porte, il n'avait aucune idée de qui l'attendait de l'autre côté. Il n'aurait pas pu imaginer que le destin avait préparé une réunion qui changerait tout. Il ne savait pas qu'en entrant dans cette simple pièce du bureau du défenseur public, il était sur le point de boucler une boucle qui avait commencé des décennies plus tôt, sur un autre banc froid, avec une autre personne ayant besoin d'aide. Le matin au bureau du défenseur public commença comme tant d'autres. Anne arriva à 7 heures, 1 heure avant l'ouverture officielle, avec un grand café et la détermination de quelqu'un qui avait choisi d'être là. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait refusé les offres à millions de dollars, et elle ne l'avait jamais regretté un seul instant. Le bâtiment était calme à 7 heures. Seul le concierge et quelques avocats aussi dévoués qu'elle occupait les couloirs. Anne aimait ce moment. Il lui donnait le temps de rassembler ses pensées avant le chaos quotidien. Son box était petit mais organisé. Des photos de son père souriant, maintenant complètement grisonnant, occupaient un coin du bureau. À côté d'elle, un ours en peluche usé, les yeux différents l'un de l'autre, des pièces visibles, se tenait comme un rappel silencieux de là où tout avait commencé. « Bonjour, guerrière », dit Grace Chen en passant avec une pile de dossiers. Après 3 ans, la directrice était devenue à la fois mentor et amie. Prête pour une autre bataille? Anne sourit en levant sa tasse. Toujours. Grace posa 3 dossiers sur son bureau. 2 sont nouveaux. Le 3e est une affaire complexe arrivée hier soir. J'ai pensé à qui pourrait s'en charger. Et ton nom a été le premier qui m'est venu à l'esprit. Complexe comment? Un ancien gros bonnet tombé en disgrâce. Accusé de fraude à grande échelle. Dit qu'il a été piégé. Anne sentit un petit frisson d'intérêt. Elle aimait les défis, surtout quand ils impliquaient des personnes que le système avait déjà radiées. Merci pour la confiance. Grace acquiesça et continua son chemin, distribuant les charges de travail aux autres défenseurs qui arrivaient. Anne sirota son café et ouvrit les 2 premiers dossiers. Affaire de routine, un vol à l'étalage, une violation de probation. Elle prit des notes rapides, planifiant les premières étapes pour chaque défense. Puis elle atteignit le 3e dossier, plus épais que les autres, avec une petite étiquette rouge dans le coin, ou le code interne pour les affaires de haute complexité. Anne ouvrit la couverture et lut le nom du client, Paul Morrison. Le temps s'arrêta net. Le bourdonnement du bureau devint un bruit lointain. Son café oublié, les yeux fixés sur ces 2 mots. Impossible. Absolument impossible. Pourtant, c'était là, noir sur blanc. Le nom qui avait façonné toute sa vie. Le nom de l'homme qui, 20 ans plus tôt, avait remarqué une petite fille sur un banc froid et décidé de l'aider, changeant le cours de 2 vies pour toujours. Ses doigts tremblants tournèrent les pages du dossier. Il y avait les coupures de presse sur le scandale, les rapports préliminaires, le formulaire d'admission qu'il avait rempli la veille.
La photo jointe montrait un homme différent de celui qui vivait dans sa mémoire. Cheveux complètement gris, cernes profonds sous les yeux, barbe mal rasée. Mais les yeux, ces mêmes yeux qui avaient autrefois offert de la gentillesse à une enfant effrayée, n'avaient pas changé. « Anne ? Ça va ?» La voix de Miguel, son collègue du bureau voisin, la ramena à la réalité. « Oui », réussit-elle à dire en fermant rapidement le dossier. « J'ai juste reconnu un nom. » Miguel haussa un sourcil. « Ancien client ? Quelque chose comme ça. » Anne se leva brusquement, dossier en main, et se dirigea vers les toilettes. Elle s'enferma dans une cabine et prit plusieurs profondes inspirations, essayant de calmer le tourbillon dans sa poitrine. Paul Morrison. L'avocat légendaire. L'homme qui avait inspiré toute sa carrière. La raison pour laquelle elle était ici, dans ce bureau même, faisant ce travail même. Et maintenant, il avait besoin d'elle. Des années auparavant, elle avait suivi obsessionnellement les nouvelles sur le scandale. Elle avait lu chaque article, chaque analyse, chaque spéculation. À l'époque, quand le nom de Paul Morrison était apparu lié à la fraude, Anne avait refusé d'y croire. Pas l'homme qu'elle avait rencontré. Pas l'avocat qui s'était battu pour son père quand personne d'autre n'y croyait. Quand il avait disparu, les journaux avaient spéculé qu'il s'était enfui dans un paradis fiscal. Anne n'y avait jamais cru non plus. Quelque chose n'allait pas du tout dans cette histoire. Et maintenant, comme dans un roman mal écrit, il réapparaissait dans sa vie, ayant besoin exactement de ce qu'il avait autrefois offert. Quelqu'un pour le croire quand personne d'autre ne le ferait. Anne sortit des toilettes d'un pas déterminé et alla directement au bureau de Grace. « L'affaire Morrison », dit-elle sans préambule. « Je veux la prendre personnellement. » Grace leva les yeux de son ordinateur, surprise. « J'allais te la signer de toute façon. »« Non, je veux dire, je veux m'en occuper seule. Sans assistant, sans stagiaire. » Grace fronça les sourcils. « C'est inhabituel. Tu connais le client ?» Anne hésita. Elle pourrait facilement dire non, prendre l'affaire et continuer. Mais mentir à Grace lui semblait mal. « Oui, admit-elle. Ou plutôt, je l'ai connu. Il y a très longtemps. » « Oh ?» Grace se pencha en arrière sur sa chaise. « Comment ?»« Il a défendu mon père pro bono quand j'avais 6 ans. » Un éclair de reconnaissance traversa les yeux de Grace. « Attends, cette histoire que tu as racontée quand tu as postulé ici, l'avocat qui a inspiré ta carrière, c'était Paul Morrison. » Anne acquiesça. « C'est compliqué, Anne. Ça pourrait être un conflit d'intérêts. » « Il n'y a pas de conflit. Je n'ai eu aucun contact avec lui depuis 20 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il me reconnaîtra. » Grace réfléchit un instant. « Pourquoi veux-tu tant cette affaire ?» Anne regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait au-delà. Après un moment, elle se retourna vers Grace. « Parce qu'il a cru en mon père quand tout le monde disait que c'était une cause perdue. Maintenant, tout le monde dit que son affaire est une cause perdue. Je pense que je mérite une chance de lui rendre l'appareil. » Grace l'étudia longuement, puis soupira. « D'accord. Mais au premier signe de complication éthique, je devrais la réassigner. Compris ? » « Parfaitement. » Anne se rassit à son bureau. Maintenant, avec un but renouvelé, elle ouvrit le dossier et se plongea dans chaque détail, chaque accusation, chaque élément de preuve. C'était une affaire intimidante. Fraude financière à grande échelle, manipulation de documents, détournement de fonds. En surface, les preuves contre Paul semblaient irréfutables. Signature sur les documents, emails, témoignages. Mais il y avait quelque chose de suspect dans la façon dont tout s'emboîtait si parfaitement. Presque trop pratique. Quand elle termina son examen initial, il était déjà midi passé. Paul était prévu pour un entretien d'admission à 14 heures. Anne devrait se préparer rapidement. Elle sauta le déjeuner et continua de travailler, prenant des notes, formulant des questions, cherchant des précédents. L'ironie ne lui échappa pas. Des années plus tôt, Paul avait probablement fait exactement la même chose pour l'affaire de son père. À 13h45, Anne rangea ses documents dans un dossier soigné. Elle passa par les toilettes pour vérifier son reflet. Dans le miroir, elle vit une femme de 26 ans, cheveux bruns attachés en un simple chignon. Yeux verts débordants de résolution. Professionnelle, compétente. Aucune trace de la petite fille effrayée de 6 ans d'il y a 2 décennies. Elle prit à nouveau une profonde inspiration. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet. La salle d'entretien 3 était la plus petite et la plus ancienne du bureau du défenseur. Mur beige délavé, table en métal avec un plateau stratifié, 2 chaises inconfortables. Pas de fioritures,
pas de confort, juste l'essentiel pour un travail vital. Anne arriva quelques minutes en avance, organisa ses documents sur la table et attendit. À 14 heures précises, elle entendit frapper à la porte. « Entrez », appela-t-elle, gardant sa voix stable. La porte s'ouvrit et il était là. Paul Morrison. Plus mince que sur les photos récentes, plus âgé que dans ses souvenirs. Il portait un pantalon de ville usé et une simple chemise blanche, sans cravate. Son visage montrait la fatigue de quelqu'un qui portait un poids énorme depuis trop longtemps. « Bonjour », dit-il poliment en s'asseyant sur la chaise qu'elle indiqua. « Merci de me recevoir. » Il n'y avait aucun signe de reconnaissance dans ses yeux. Pour lui, elle n'était qu'une autre défenseur public surmenée, jeune, et peut-être sceptique quant à son innocence. « Monsieur Morrison », commença Anne, gardant un ton neutre. « Je suis Anne Reed et j'ai été assignée à votre affaire. » Elle observa attentivement son visage, cherchant la moindre réaction à son nom. Il n'y en eut aucune. 20 ans, c'était long, et Reed n'était guère rare. L'homme en face d'elle était trop préoccupé par son propre avenir pour faire des liens lointains. « Avant de commencer, » continua Anne, « j'aimerais que vous me racontiez votre version des faits, avec vos propres mots. » Paul se redressa sur sa chaise. Pendant un instant, une étincelle de l'avocat légendaire brilla dans ses yeux. J'ai été piégé par mes associés, Lucas Winters et Jennifer Thorne. Ils ont détourné des fonds, falsifié ma signature sur des documents, implanté des preuves numériques dans mes systèmes, puis ont disparu avec l'argent, me laissant porter le chapeau. Sa voix était contrôlée, mais Anne pouvait entendre le désespoir sous la surface. Le désespoir de quelqu'un qui avait répété la même histoire d'innombrables fois, pour ne rencontrer que l'incrédulité. Qu'est-ce qui vous amène au bureau du défenseur public ? À ma connaissance, Monsieur Morrison, vous pourriez engager un avocat privé. Un sourire triste apparut sur son visage. Plus maintenant. Mes actifs sont gelés. Ma réputation est détruite. Mes anciens amis ne prennent pas mes appels. J'ai vendu tout ce que j'ai pu pour survivre ces derniers mois, mais maintenant. Il fit un geste vague. Maintenant, je suis ici. Anne hocha la tête, prenant des notes. Je comprends que vous ayez disparu pendant plusieurs mois. Je n'ai pas disparu. J'avais juste besoin de temps pour trouver des preuves. Pour comprendre comment ils m'ont piégé si complètement. Avez-vous trouvé quelque chose ? Paul hésita. Pas exactement. Mais j'ai trouvé des pistes. Des transactions suspectes de Lucas des semaines avant le scandale. Des réunions non enregistrées avec certains clients. Des petits détails qui, mis ensemble, pourraient commencer à construire une histoire alternative. Anne passa les 40 minutes suivantes à poser des questions techniques sur les signatures, les dates des documents, la sécurité du bureau, les protocoles. Paul répondit avec la précision d'un avocat, mais de plus en plus, Anne voyait l'humain derrière le professionnel, un homme dévasté non seulement par la perte matérielle, mais par la trahison d'amis en qui il avait confiance, par la destruction de tout ce qu'il avait construit. En fin de compte, Maître Reed, conclut-il, je sais que ça ressemble à une cause perdue. Les preuves contre moi sont solides et bien conçues. Il serait plus facile pour vous de me conseiller de plaider coupable. D'économiser votre temps et vos ressources pour des affaires avec de meilleures chances. Anne l'observa attentivement. Accepteriez-vous de plaider coupable ? Paul la regarda droit dans les yeux. Non. Je ne plaiderai pas coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même si cela signifie affronter un long procès avec une forte probabilité de condamnation. Anne acquiesça lentement. C'était exactement ce qu'elle avait espéré entendre. Pourquoi pensez-vous que vos associés ont fait ça ? Pourquoi vous ? La question sembla le prendre au dépourvu. J'étais le visage du cabinet. Le nom le plus connu. Si quelque chose tournait mal, et ça a tourné mal, ou je serais la cible parfaite pendant qu'il s'enfuirait. De plus ? Il hésita. De plus quoi ? Paul soupira. Je suppose qu'ils ne m'ont jamais pardonné certaines décisions. Quel genre de décision ? Je prenais parfois quelques affaires pro bono. Des affaires qui ne rapportaient pas d'argent ni de prestige, mais... Il fit une pause, cherchant ses mots. Des affaires où je pouvais vraiment faire une différence pour quelqu'un dans le besoin. Le cœur d'Anne battait la chamade, mais elle garda une expression neutre. Vos associés n'approuvaient pas ? Ils disaient que c'était une perte de ressources. Que mon temps était trop précieux pour être gaspillé dans des affaires insignifiantes. Il sourit faiblement. Ils n'ont jamais compris que ces affaires-là étaient les plus significatives de toutes, pour moi. Anne ferma lentement le dossier. Le son sembla résonner dans la petite pièce.
Pendant un long moment, elle regarda simplement l'homme en face d'elle. Pas l'avocat légendaire, pas l'accusé désespéré, mais l'être humain qui avait autrefois fait preuve de bonté envers une enfant effrayée. « Monsieur Morrison, dit-elle enfin, sa voix douce mais résolue. Je prendrai votre affaire personnellement. » « Merci, répondit-il, le soulagement évident. Je sais que ça n'en a peut-être pas l'air, mais je suis innocent. Complètement innocent. Je vous crois. Paul cligna des yeux, surpris. Vous me croyez? Pourquoi? La plupart des gens? Parce que, l'interrompit Anne, fixant son regard sur le sien, maintenant, je défends celui qui m'a défendu autrefois. La confusion traversa le visage de Paul. Il fronça les sourcils, étudiant Anne plus attentivement. Pardon, nous nous sommes déjà rencontrés? Anne eut un petit sourire. Il y a très longtemps. J'avais 6 ans. J'étais assise sur un banc froid au commissariat quand un avocat en costume cher s'est arrêté et m'a acheté un sandwich au beurre de cacahuète. Les yeux de Paul s'écarquillèrent. Lentement, la compréhension commença à poindre. Reed? Thomas Reed? Mon père, confirma-t-elle doucement. Paul sembla abasourdi. L'affaire du vol à l'entrepôt? Le gardien de nuit qui avait été faussement accusé? C'est ça. L'affaire dont personne ne voulait parce qu'elle semblait perdue. Mon Dieu, murmura Paul en passant une main sur son visage. La petite fille avec l'ours en peluche. Vous? J'ai grandi, termina Anne. Et je suis devenue avocate. À cause de ce que vous avez fait ce jour-là. Paul resta silencieux un long moment, absorbant la révélation. Puis, quelque chose d'autre sembla lui venir à l'esprit. La bourse de Columbia. Ray Morrison? C'était une coïncidence impressionnante? Ce qui compte, c'est que je suis là maintenant, l'interrompit rapidement Anne. Ce n'était pas le moment de discuter de qui avait fondé cette bourse. Et je vais faire pour vous ce que vous avez fait pour mon père. Mais mon affaire est considérée comme perdue. Anne sourit. Celle de mon père aussi. Une lueur d'espoir timide, prudente, mais indéniable, s'alluma dans les yeux de Paul. C'était le même regard qu'Anne avait vu dans les yeux de son père 20 ans plus tôt, quand il avait réalisé que quelqu'un le croyait enfin. La vie est vraiment pleine de rebondissements inattendus, dit Paul enfin, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Anne hocha la tête en rouvrant le dossier. Et ce n'est que le premier de ceux que nous allons créer ensemble, Monsieur Morrison. Maintenant, mettons-nous au travail. L'appartement d'Anne s'était transformé en centre de commandement. Chaque surface était couverte de documents, de coupures de presse et de notes. Sur les murs, une toile de photos, de fiches et de fils colorés illustrait sa quête de la vérité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait pris l'affaire Paul Morrison. 3 semaines de nuits blanches, de repas irréguliers et d'obsessions croissantes. Ses collègues remarquaient les cernes sous ses yeux mais respectaient son dévouement. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'un ancien avocat milliardaire devenait leur client. Nous devons suivre l'argent, expliqua Anne à Paul lors d'une de leurs réunions quotidiennes. Lucas et Jennifer ont laissé des traces. Personne ne peut cacher 87 millions complètement. Paul acquiesça, regardant les documents étalés sur la petite table de conférence. J'ai essayé pendant des mois. Les transactions sont complexes, enracinées à travers de multiples sociétés écrans. La différence, c'est que maintenant, nous avons un accès légal au registre bancaire, répondit Anne. Le bureau du défenseur peut demander des mandats que vous, en tant qu'accusé, ne pouviez pas obtenir. On frappa à la porte, les interrompant. Miguel, l'un des collègues d'Anne, passa la tête. Anne, il y a quelqu'un ici pour te voir. Dis que c'est à propos de l'affaire Morrison. Anne fronça les sourcils. Qui? N'a pas voulu dire. Attends à la réception. Anne et Paul échangèrent un regard. Continue à examiner ces documents, dit-elle en se levant. Je reviens tout de suite. À la réception, un homme d'âge moyen attendait nerveusement. Costume bien coupé, attaché-caisse en cuir coûteux, une montre valant probablement plus que le salaire mensuel d'Anne. Maître Reed? Il tendit la main. Je suis Robert Kelly. J'ai travaillé au département financier de Morrison Winters pendant près de 10 ans. Anne lui serra la main, méfiante. Comment puis-je vous aider, monsieur Kelly? Pouvons-nous parler en privé? Quelques minutes plus tard, ils étaient dans une petite salle d'entretien. Kelly redressa sa cravate, visiblement mal à l'aise. Je vais aller droit au but, maître Reed. Je sais que vous défendez Paul Morrison. Il y a des parties intéressées qui préféreraient que cette affaire n'aille pas au procès. Anne garda une expression neutre.
Quelle partie serait-ce? Je ne suis pas autorisé à le révéler. Mais je suis autorisé à offrir une compensation pour votre discrétion. Ma discrétion? Kelly ouvrit son attaché-caisse et fit glisser une enveloppe sur la table. 100 000 $. En retour, nous vous demandons seulement de laisser l'affaire s'enliser. Quelques erreurs de procédure, des délais manqués, rien d'évident. Anne regarda l'enveloppe mais ne la toucha pas. Êtes-vous en train de m'offrir un pot de vin, monsieur Kelly? Je préfère appeler cela une consultation alternative. Il eut un sourire sans joie. Réfléchissez bien, maître Reed. Votre salaire au bureau du défenseur paie à peine les factures. Avec cet argent, vous pourriez aider votre père à prendre une retraite confortable. La mention de son père fit plisser les yeux d'Anne. Comment savez-vous pour mon père? Le sourire de Kelly vacilla. Nous avons fait nos recherches. Thomas Reed, chauffeur de taxi. Ancien client de Paul Morrison. Une histoire assez touchante. Anne se leva, la colonne vertébrale droite. Merci pour votre visite, monsieur Kelly. Je dois décliner votre offre. Votre père pourrait ne pas apprécier ça, murmura Kelly en se levant aussi. Il comprend les priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez peut-être lui poser des questions sur ses liens avec Lucas Winters. Kelly ajusta sa veste. Bonne journée, maître Reed. L'offre tient jusqu'à la fin de la semaine. Anne resta là, abasourdie, tandis qu'il partait. La mention d'un lien entre son père et Lucas Winters semblait absurde. Pourtant, la certitude dans les paroles de Kelly planta une graine de doute. Cette nuit-là, Anne annula sa réunion avec Paul et conduisit jusqu'au petit appartement où vivait son père. En chemin, elle appela un contact au service des registres bancaires qui l'aidait dans son enquête. « Marc, j'ai besoin d'une faveur. Urgent. Vérifie s'il y a une transaction entre Thomas Reed et Lucas Winters ces 5 dernières années. » La réponse arriva avant même qu'elle n'atteigne sa destination. « Anne, es-tu sûre de vouloir savoir ça ?» Son cœur se serra. « Combien ?» Des dépôts mensuels. Ont commencé petits il y a 3 ans. Ont considérablement augmenté l'année dernière. Le dernier était de 50 000 $. 2 jours avant que le scandale n'éclate. Anne gara la voiture, les mains tremblantes. Son esprit refusait d'accepter ce que les faits suggéraient. Il devait y avoir une autre explication. Thomas ouvrit la porte avec un sourire qui disparut en voyant l'expression d'Anne. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Anne entra sans répondre, posa son sac sur la table et se tourna enfin pour lui faire face. Lucas Winters. La couleur quitta le visage de Thomas. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. « Papa, pourquoi ?» Thomas s'effondra sur le canapé, se frottant le visage des 2 mains. « Comment as-tu découvert? Est-ce que ça importe? Un homme m'a offert de l'argent aujourd'hui pour saboter l'affaire de Paul. Il t'a mentionné. » Thomas ferma les yeux. Le silence s'étira pendant de longues secondes. « Ça a commencé comme un prêt, dit-il finalement. Il y a 3 ans. J'étais noyé sous les dettes. Le taxi est tombé en panne, le loyer a augmenté. Lucas m'a approché. Il a dit que Paul lui avait parlé de moi, qu'il voulait aider. Paul le savait? Non. Lucas a dit qu'il valait mieux garder ça entre nous. Que Paul avait déjà fait trop pour moi. » Anne s'assit, hébétée. « Et puis, j'ai remboursé le prêt, mais Lucas a continué à passer. Il disait qu'il avait du travail pour moi. Des petites faveurs. Livrer des paquets, surveiller des gens, prendre des photos. Tu l'espionnais? » Thomas acquiesça misérablement. « Au début, je pensais que c'était pour des affaires sur lesquelles il travaillait. Puis ça a commencé à paraître bizarre. C'était toujours les mêmes personnes. Les livraisons étaient toujours aux mêmes endroits. Les gens que je suivais étaient des employés du cabinet eux-mêmes. » Anne eut la nausée. « Tu savais ce qu'il préparait? » Pas exactement, protesta faiblement Thomas. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai réalisé qu'il piégeait Paul, j'ai essayé de me retirer. Lucas a dit que j'étais déjà trop impliqué. Ils avaient des preuves contre moi aussi. Alors tu as choisi de te sauver toi-même, la voix d'Anne sortit plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai choisi de te protéger. Thomas se leva, désespéré. Il a dit qu'il t'entraînerait là-dedans. Que la bourse de Columbia pourrait être examinée. Anne regarda son père comme s'il était un étranger. L'homme qu'elle avait passé sa vie à défendre, à admirer, semblait soudain très petit. Paul a tout perdu, dit-elle lentement. Il risque des années de prison à cause de toi. Il est riche, Stan. Il s'en remettra.
Il n'est plus riche. Il vit dans un refuge. Sa licence est révoquée. Sa réputation est ruinée. Thomas détourna le regard. Qu'est-ce que tu vas faire? La question resta en suspens entre eux. Anne sentit le poids de sa décision, son amour pour son père contre tout ce en quoi elle croyait. Je vais continuer à défendre Paul, dit-elle finalement. Et tu vas témoigner. Tu vas raconter toute l'histoire. Anne, je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Ou je la raconterai moi-même, et tu feras face à toutes les conséquences légales. Thomas parut dévasté. Tu le choisis, lui, plutôt que ton propre père. Je ne choisis pas Paul. Je choisis la vérité. Anne attrapa son sac. Ce que tu as fait, c'est exactement le genre d'injustice que j'ai juré de combattre. Même pour toi, je ne peux pas faire d'exception. Quand Anne retourna à son appartement, elle était émotionnellement vidée. La trahison de son père avait volé quelque chose de fondamental en elle. Pourtant, son but était plus clair que jamais. Elle prit le téléphone et appela Paul. « Il faut qu'on parle, dit-elle quand il répondit. Je crois que j'ai trouvé le point faible du montage contre toi. » Qu'est-ce que c'est? Anne ferma les yeux, la douleur et la détermination luttant dans sa poitrine. La vérité, Paul. Aussi douloureuse soit-elle. Après avoir raccroché, elle jeta un coup d'œil à la photo de son père sur la table. Avec précaution, elle la retourna face contre table. La route à venir serait la plus difficile de sa vie, détruire l'image de l'homme qu'elle aimait pour sauver l'homme qui l'avait inspiré. Mais la vérité n'offrait pas d'alternative. La justice ne fournissait pas de raccourci. Parfois, le prix de l'intégrité est de perdre ce que l'on chérit le plus. Anne était prête à le payer. Le tribunal fédéral du district sud de New York était un bâtiment imposant. Colonne néoclassique, marche en marbre, symbole de la justice gravée dans la pierre. Un lieu où le pouvoir et la loi convergeaient, où des vies étaient décidées sous le regard aveugle de la Dame Justice. Ce matin-là, une file d'attente s'était formée tôt à l'entrée, journalistes, badauds curieux, étudiants en droit, tous attirés par le procès le plus médiatisé de l'année. L'affaire Morrison était ressuscitée de ses cendres, passant d'un scandale financier apparemment résolu à une potentielle et spectaculaire erreur judiciaire. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Mark, l'un des rares défenseurs publics qu'Anne avait autorisé à l'aider aux préparatifs. Il se tenait dans une petite salle de conférence réservée à la défense. Anne ajusta son dossier, vérifiant les documents pour la 10e fois ce matin-là. Prête. C'était à moitié vrai. Techniquement, elle était plus préparée qu'elle ne l'avait jamais été pour aucune affaire. Chaque argument poli, chaque preuve organisée, chaque témoin préparé. Mais émotionnellement, elle avait l'impression d'être sur le point de sauter d'une falaise sans savoir la profondeur de l'eau. La porte s'ouvrit et Paul entra, accompagné d'un officier de justice. Il portait un costume simple mais décent, pas les costumes de créateur qui étaient autrefois sa marque de fabrique, mais quelque chose d'assez respectueux pour le tribunal. Son visage montrait la tension des derniers mois, mais il y avait une étincelle renouvelée dans ses yeux. « Bonjour, dit-il, plus à Anne qu'à Mark. « Tu es prêt » demanda Anne. Paul acquiesça. Aussi près que possible, considérant que je vais affronter mon ancien associé et... Il hésita. « Et ton père » Thomas Reed serait le témoin clé ce jour-là. Au cours des 2 mois écoulés depuis qu'Anne avait appris son implication, elle avait travaillé avec lui pour s'assurer qu'il témoigne pleinement en échange d'une immunité partielle. Sa relation avec son père était fragile, mais pas entièrement brisée, juste transformée en quelque chose de nouveau et d'indéfini. Il fera ce qu'il faut, dit Anne avec plus de certitude qu'elle n'en ressentait. Un officier de justice frappa à la porte. 5 minutes, maître Reed. Anne prit une profonde inspiration et ferma son dossier. Allons-y. La salle d'audience 12 voyait rarement ce niveau d'affluence. Toutes les places étaient prises, des gens se tenaient contre les murs. Les journalistes serraient leurs carnets, les expressions tendues d'anticipation. Quand Anne entra, suivie de Paul, une vague de murmures parcourut la salle. La jeune défenseur public et l'ex-avocat milliardaire, un duo improbable qui avait secoué le système juridique ces dernières semaines avec des requêtes surprenantes et des preuves inattendues. De l'autre côté de l'allée, l'équipe de l'accusation semblait moins confiante qu'au début du procès. Le procureur principal, Daniel Hoffman, parlait à voix basse avec ses assistants, brassant nerveusement des papiers. La cour, annonça l'huissier. La juge Miranda Coleman, connue pour sa rigueur, son impartialité et sa faible tolérance pour les manœuvres dilatoires, entra d'un pas mesuré.
À 62 ans, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un regard perçant derrière des lunettes rectangulaires, elle commandait un respect immédiat. « Vous pouvez vous asseoir » dit-elle en prenant place. « Nous sommes ici pour la suite de l'affaire États-Unis C. Paul Morrison. Je comprends que la défense a de nouveaux éléments à présenter. » Anne se leva. « Oui, votre honneur. La défense appelle Thomas Reed. » Une autre agitation parcourut la salle tandis que Thomas entrait. Il ne regarda ni Anne ni Paul, gardant les yeux fixés sur un point lointain devant lui. Assis à la barre des témoins, il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis qu'Anne l'avait vu pour la dernière fois. Après avoir prêté serment, Anne s'approcha. C'était le moment le plus difficile de sa carrière, interroger son propre père, exposer ses actes, tout cela pour une vérité plus grande. Monsieur Reed, veuillez dire à la cour comment vous avez rencontré Monsieur Morrison pour la première fois. Thomas s'éclaircit la gorge. Il m'a défendu, il y a plus de 20 ans. J'étais faussement accusé d'avoir participé à un vol. Et quelle a été l'issue de cette affaire? J'ai été déclaré non coupable. Grâce à lui. Thomas fit un signe de tête vers Paul. Après cette affaire, avez-vous maintenu le contact avec Monsieur Morrison? Non, pas directement. Anne procéda méthodiquement, établissant la chronologie. Comment, des années plus tard, Lucas Winters avait approché Thomas, lui offrant une aide financière. Comment les petites faveurs s'étaient intensifiées en espionnage industriel. Comment Thomas s'était progressivement retrouvé piégé dans une toile dont il ne pouvait s'échapper. Monsieur Reed, continua Anne, gardant sa voix stable. Avez-vous sciemment participé au plan visant à piéger Paul Morrison dans le détournement de fonds du cabinet? Thomas regarda brièvement Paul, puis Anne. Ses yeux étaient remplis de honte et de regret. Oui. Je ne connaissais pas tous les détails, mais je savais qu'il le piégeait. Lucas Winters m'a dit que c'était juste une stratégie pour forcer Paul à prendre sa retraite, que personne ne serait réellement blessé. Quand avez-vous réalisé que c'était plus que ça? Quand j'ai vu les nouvelles. L'ampleur de la chose. J'ai essayé de contacter Lucas, mais il avait disparu. Jennifer aussi. Anne présenta les relevés bancaires, les registres téléphoniques et les photos que Thomas avait prises lors de ses missions de surveillance. Pièce par pièce, elle assembla le puzzle, montrant comment Lucas et Jennifer avaient méticuleusement piégé Paul, utilisant Thomas comme un pion. Quand la défense termina son interrogatoire, Thomas semblait épuisé. Le procureur Hoffman se leva pour le contre-interrogatoire, mais ses attaques furent dispersées, comme s'il réalisait que l'affaire lui échappait. La défense appelle Lucas Winters. L'homme qui entra était l'antithèse de Paul, bronzé, bien habillé, exudant une confiance suffisante de quelqu'un qui se croyait au-dessus des conséquences. Il avait été retrouvé au Portugal et extradé juste 3 semaines plus tôt après une intense recherche internationale. Anne l'observa attentivement en s'approchant. Au cours des 2 derniers mois, elle avait étudié chaque détail disponible sur Lucas Winters, ses habitudes, ses tics de langage, ses faiblesses. Monsieur Winters, niez-vous avoir fabriqué des preuves contre Paul Morrison? Lucas eut un léger sourire. Je le nie catégoriquement. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Paul était pleinement conscient des investissements que nous faisions. Même si nous avons la preuve que vous avez falsifié sa signature sur des documents clés? Des preuves présumées, dit Lucas calmement. Facilement contestables. Anne prit un dossier de marque. Votre honneur, je présente la pièce des 47. Les relevés de retrait effectués par Monsieur Winters 3 jours avant l'éclatement du scandale. Elle tendit des copies au juge et à l'accusation. Le total retiré était de 12 millions de dollars. Curieusement, presque identique au montant déposé sur ce compte aux îles Caïmans. Anne produisit un autre document. Un compte enregistré sous le nom de Michael Linderman, une fausse identité créée à l'aide de documents obtenus par Thomas Reed à la demande de Monsieur Winters. La confiance de Lucas vacilla visiblement. C'est circonstanciel. Ça ne prouve rien sur la culpabilité de Paul. Pas en soi, concéda Anne. Mais combiné avec ceci, elle fit signe à Marc, qui afficha sur un grand écran des emails. Des emails récupérés sur les serveurs de sauvegarde du cabinet, vous montrant Monsieur Winters discutant avec Jennifer Thorne de la façon de piéger Paul et de s'assurer qu'il signe sans lire. L'interrogatoire se poursuivit pendant plus d'1 heure. Anne démantela systématiquement chaque dénégation, chaque diversion. Lucas Winters, autrefois maître manipulateur des finances, perdit progressivement son sang-froid sous le poids des preuves méticuleusement organisées. Monsieur Winters, dit Anne enfin.
Vous avez mentionné précédemment que toutes les décisions d'investissement étaient prises par un comité de 3 personnes. Vous, Jennifer Thorne et Paul Morrison. Correct? Oui, c'était la procédure standard. Alors pourquoi? Anne prit un dernier document. Dans les registres de présence de ce comité, voyons-nous des décisions critiques prises alors que M. Morrison était vérifiablement dans un autre lieu? Elle afficha des enregistrements de vol, des confirmations d'hôtel, des photos datées. Comme cette occasion où M. Morrison était à Seattle pour l'affaire Thornton, mais a soi-disant approuvé des transferts ici à New York. Lucas ne répondit pas immédiatement. Son regard balaya la salle d'audience, s'arrêtant momentanément sur des visages dans la galerie. Des visages qu'Anne avait remarqués mais pas mentionnés, d'anciens employés du cabinet venus assister à l'effondrement de l'empire que Lucas avait bâti sur la fraude. Il faudrait vérifier ces registres. Pas besoin, Monsieur Winters. Nous l'avons déjà fait. Et ce que nous avons trouvé, c'est un schéma systématique de falsification. Non seulement de la signature de Paul Morrison, mais de sa présence, de son approbation et finalement de sa culpabilité. Après que le dernier témoin eut été excusé, la juge Coleman annonça une pause de 30 minutes avant les plaidoiries finales. Dans la petite salle de conférence de la défense, Anne resta debout, réorganisant ses notes, essayant d'ignorer ses mains tremblantes. « Tu as été extraordinaire là-dedans », dit Paul en s'approchant. « Même au meilleur de ma forme, je ne pense pas que j'aurais pu mener ce contre-interrogatoire aussi efficacement. » Anne eut un léger sourire. « J'ai appris du meilleur, même indirectement. » Elle regarda vers l'endroit où son père était assis au fond de la salle d'audience après son témoignage. Thomas gardait les yeux baissés, évitant le contact avec quiconque. Le coût de sa rédemption avait été élevé. Il n'irait pas en prison grâce à l'accord négocié par Anne, mais sa confession publique signifiait que sa réputation, ses relations, peut-être même ses perspectives d'emploi, étaient toutes gravement compromises. Il a fait ce qu'il fallait, à la fin, observa Paul en suivant son regard. Ça compte pour quelque chose. Anne acquiesça silencieusement. Les 2 derniers mois avaient été des montagnes russes émotionnelles. Sa colère initiale face à la trahison de son père s'était progressivement transformée en une compréhension réticente de la façon dont de bonnes personnes peuvent faire des choix terribles lorsqu'elles sont acculées. Thomas n'était pas un méchant dans une simple histoire de héros et de monstres. Il était un homme imparfait qui avait cédé à la peur et au besoin, et qui en payait maintenant le prix. Quand la cour reprit, la tension emplit l'air. La plaidoirie finale de l'accusation sembla presque protocolaire, un dernier effort obligatoire dans une affaire qui s'effilochait. Puis ce fut le tour d'Anne. Elle se leva lentement, regardant chaque membre du jury avant de commencer. « Mesdames et messieurs, cette affaire n'a jamais porté sur des chiffres dans des tableurs ou des signatures sur des documents. Elle porte sur la confiance trahie. Sur la façon dont des personnes en position de pouvoir peuvent manipuler le système à leurs propres fins. Et par-dessus tout, elle porte sur la façon dont la vérité, peu importe à quel point elle est enfouie, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. » Sa voix devint plus forte tandis qu'elle parlait, non pas avec un drame théâtral, mais avec la conviction de quelqu'un qui connaissait intimement le coût de la justice. Paul Morrison n'est pas parfait. Comme nous tous, il a fait des erreurs. Peut-être que sa plus grande a été de faire confiance à des personnes qui ne le méritaient pas. Mais ce que les preuves montrent de manière concluante, c'est qu'il n'a pas commis les crimes dont on l'accuse. Anne jeta un bref regard à Thomas, puis à Paul. Cette affaire m'a appris, et nous a tous appris, que la justice n'est pas un concept abstrait. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Le choix de défendre la vérité, même quand elle est gênante, même quand elle fait mal, même quand il serait plus facile de regarder ailleurs. Lorsqu'elle conclut, le silence dans la salle fut absolu. Pas même les chuchotements habituels des journalistes ou le bruissement des papiers. Seulement le poids de ces mots planant dans l'air comme une vérité indéniable. Les délibérations du jury, que tout le monde s'attendait à prendre des jours, durèrent moins de 4 heures. Quand ils revinrent, leurs expressions annonçaient déjà le verdict avant qu'il ne soit prononcé. Dans l'affaire États-Unis contre Paul Morrison, comment le jury déclare-t-il l'accusé? Le président du jury se leva. Sur tous les chefs d'accusation, nous déclarons l'accusé non coupable. Une vague d'exclamations ondula dans la salle d'audience. Les flashs des appareils photo illuminèrent l'air. Les journalistes se précipitèrent vers les couloirs pour annoncer la nouvelle. Paul resta assis, presque immobile, comme s'il ne pouvait pas entièrement saisir ce qu'il venait d'entendre. Anne posa sa main sur la sienne, un simple geste d'assurance. «
Tandis que la juge achevait les procédures formelles, déclarant l'affaire close et Paul Morrison officiellement libre de toute charge, la réalité commença à s'installer. C'était la fin d'un cauchemar qui avait duré près de 2 ans. Après qu'ils se furent enfin levés, les journalistes crièrent des questions, les photographes se positionnèrent pour capturer le moment. Paul se tourna vers Anne. Il n'y avait pas besoin de grands mots ou de gestes, juste un regard partagé qui contenait toute la complexité de leur voyage commun. « Merci de ne pas avoir oublié », murmura-t-il, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. Anne sourit, ses yeux reflétant la même intensité qu'elle avait à 6 ans, assise sur ce banc froid du commissariat. « Je ne pouvais pas, répondit-elle simplement. Vous m'avez appris ce qu'est la justice. » À cet instant, en voyant le soulagement et la compréhension sur le visage de Paul, Anne réalisa qu'ils avaient bouclé une boucle. Pas une boucle parfaite. Il y avait des pertes, des cicatrices, des relations endommagées qui prendraient peut-être du temps à guérir, si jamais elles guérissaient. Mais une boucle de justice qui, malgré toutes les imperfections humaines impliquées, était enfin complète. Et peut-être que cela, plus que toute grande célébration, était ce qui importait vraiment. L'automne peignait la ville dans des tons dorés quand Anne Reed descendit le couloir du bureau du défenseur public, café dans une main, dossier dans l'autre. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès qui avait changé tant de vies. Le bureau restait le même. Murs écaillés, ordinateur lent, cette vieille imprimante qui se coinçait quotidiennement. Mais Anne portait une nouvelle assurance. L'affaire Morrison l'avait transformée de recrue prometteuse en défenseur respecté. Reed, la star, plaisanta Miguel alors qu'elle passait. « Vu ta photo dans le bulletin du tribunal. Impressionner les juges, encore ?» Anne sourit sans répondre et s'assit à son bureau. Elle ouvrit le premier dossier. Un jeune homme accusé de vol qui jurait être ailleurs. Le genre d'affaire qu'elle voyait maintenant comme une possibilité, pas un obstacle. Grace Chen s'arrêta. « Comment va ton père ?» Question chargée. Après le procès, la relation d'Anne avec Thomas était devenue complexe. Ni complètement brisée, ni complètement réparée. Il vivait maintenant dans le nord de l'État, travaillant comme chauffeur. « Il va bien », répondit Anne. « On s'est parlé la semaine dernière. Il semble en paix. » Et Morrison ? Des nouvelles ? Anne secoua la tête. Après le procès, Paul avait pratiquement disparu. Les dernières informations disaient qu'il avait déménagé sur la côte ouest, évitant les interviews et les cercles sociaux. Rien de plus que ce qu'on sait déjà. Ce n'était pas tout à fait vrai. Paul avait appelé une fois, 3 mois après le procès. Juste pour savoir comment elle allait. La conversation avait été brève, presque formelle. La matinée se déroula dans son agitation habituelle, appel téléphonique, paperasse, une visite au centre de détention. Le bureau du défenseur ne ralentissait jamais. En revenant avec un sandwich pour le déjeuner, Anne remarqua une enveloppe sur son clavier. Blanche, simple, son nom écrit d'une écriture élégante qu'elle reconnut immédiatement. Elle s'assit, le déjeuner oublié, et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, juste une simple carte, attachée à elle, une clé à l'ancienne. La note était brève, « Votre geste a tout changé. Merci de m'avoir rappelé qui j'étais. » Pas de signature, mais ce n'était pas nécessaire. Avec la carte, une petite coupure de journal d'une ville côtière de Californie, un nouveau centre d'aide juridique gratuite ouvre ses portes. La photo montrait une maison victorienne restaurée. Le texte mentionnait seulement que le centre était établi par un avocat expérimenté qui préférait rester anonyme. Anne sourit, comprenant sans besoin d'explication. Paul avait trouvé son moyen de recommencer. Pas sous les projecteurs des entreprises, mais dans le travail discret qui comptait vraiment. La clé, supposa-t-elle, était symbolique. Peut-être celle de la porte d'entrée de ce centre. Ou peut-être de quelque chose de plus profond, la clé d'une nouvelle vie. Elle plaça la carte et la clé dans son tiroir, à côté de la photo de son père et du vieux monsieur Bouton. Elle reprit son sandwich et se remit au travail. Des heures plus tard, après sa dernière audience, Anne était seule au bureau. Le silence de fin d'après-midi apportait une tranquillité rare. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Elle sortit à nouveau la carte. « Votre geste a tout changé. » C'était ironique comme la vie fonctionnait en cercle. Son geste à lui, 20 ans plus tôt, avait tout changé pour elle. Maintenant, son propre geste avait achevé le cycle. Ce n'était pas une histoire parfaite. Son père vivait toujours avec les conséquences de ses mauvais choix. Paul, bien que blanchi, ne récupérerait jamais complètement ce qu'il avait perdu. Elle-même portait des cicatrices. Mais peut-être que la perfection n'était jamais le but.
Anne rangea la carte et organisa son bureau pour le lendemain. De nouvelles affaires attendaient, de nouvelles histoires de personnes ayant besoin que quelqu'un croie en elles. Elle se souvint d'une conversation avec Paul pendant la préparation du procès. Il avait mentionné comment, malgré tout son succès, sa carrière avait perdu quelque chose d'essentiel, le sentiment pur de faire une différence dans la vie de quelqu'un. C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, avait-il expliqué. Quand je vous ai vu, toi et ton père. C'était réel. Pas calculé, juste humain. Anne sourit en sortant dans le soir tombant. La justice n'était pas quelque chose qu'on achetait avec des relations ou du pouvoir. C'était quelque chose qu'on cultivait patiemment, comme un jardinier plantant des graines sans garantie de récolte. Et quand on s'y attendait le moins, elles fleurissaient. Comme les fleurs les plus improbables, nées de la gratitude.